Cette vidéo est sponsorisée par vous. En rejoignant mon Patreon, vous permettez à la chaîne de continuer et de mieux se développer. Vous pourrez voir le prochain Fermela en avance, vous aurez accès à mon Discord exclusif où je partage des infos sur le déroulement du prochain Fermela et où je montre des extraits tout frais quand j'ai réussi à finir le montage. Et vous pourrez même choisir un prochain jeu que nous testerons sur ma chaîne Twitch où on rigole bien sur quelques jeux que je découvre, mais aussi sur des films et vidéos. Et où on passe d'autres moments rigolos dans le style chaque mercredi. Et comme la dernière fois que j'ai fait un classement, le prochain live sera sur les mentions honorables. Merci à vous et bonne vidéo. Bonjour à tous dans la partie qui vous intéresse le plus, à savoir le flop de 2023. Comme je le disais dans mon top, je trouve que en termes de cinéma, de sorties et de propositions, c'était pas si mal que ça 2023 malgré ce que beaucoup disent. Je sais que beaucoup sont en mode ah c'est la chute du cinéma etc parce que tel film se plante et oh on a trop de films qui sont nuls etc. Alors pour ce qui est de le cinéma est nul maintenant, ben je sais pas quoi vous dire à part regarder autre chose que des blockbusters Marvel ou Disney. Parce qu'au bout d'un moment vous vous plaignez un petit peu de tout le temps les mêmes films, à savoir des films du MCU, des remakes Disney etc. Vous pourriez pas, je sais pas moi, profiter d'un Scorsese par exemple. Mais surtout pour l'état actuel de l'industrie hollywoodienne, oui il y a une forme de chute, mais plus une chute économique qu'une chute artistique, tu vois. Il y a une chute artistique dans le sens où les producteurs se permettent de plus en plus de prendre le contrôle des projets, ça oui, mais t'as toujours des films qui arrivent à s'en sortir artistiquement et à être suffisamment libres. Surtout que la grève des scénaristes a montré que faut un petit peu redistribuer les cartes finalement entre les studios. Mais sinon, ouais, la chute c'est surtout économique, c'est surtout le fait que les films qui reposent essentiellement sur de la nostalgie commencent à arriver à un terme, quoi. Ils n'arrivent plus à atteindre leur public. Et quand ils essayent de vendre des films qui sont originaux, bah ils sont tellement habitués à vendre des films sur la nostalgie que du coup ils ont un peu plus de mal. Et puis il faut prendre en compte les autres éléments qui provoquent la chute économique de ces films, à savoir le fait qu'ils coûtent de plus en plus cher pour pas grand chose, le fait que clairement Disney a laissé tomber les salles de cinéma pour se focaliser sur les plateformes de streaming. On y reviendra quand on parlera d'un certain film qui s'est planté au box-office mais qui marche à meudonf sur Disney+. Et tout simplement le fait que maintenant on commence à dénoncer ce qui se passe derrière la caméra. Du coup de moins en moins de gens sont prêts à donner de l'argent à ces films là. Surtout que voilà, financièrement c'est dur pour tout le monde, donc pas tout le monde a le temps d'aller voir un film. Moi c'est mon boulot et j'ai une carte UGC limitée, mais pas tout le monde est dans ma situation. Et pourtant je trouve que j'ai pas vu assez de films par rapport à cette année. J'ai dû faire pas mal de rattrapage avant de faire ces vidéos là. Mais après oui, il y a eu pas mal de mauvais films cette année, notamment dans les gros budgets. Il n'est pas si mauvais que dans les précédentes années. On a eu des daubes, hein, bien sûr, hein, je vais pas essayer de prétendre le contraire, mais j'ai eu aucun film que j'ai détesté autant que Crime à Saint-Tropez ou Hellboy ou Black Adam. Il y en a, pourtant il y en a qui essayent soit d'être le plus repoussant possible, soit le plus immoralement possible pour bien me trigger et tout, et finalement il y en a aucun qui m'a autant choqué qu'un Black Adam ou un Hellboy quoi. Non en fait le top 3 de cette année il est plus pathétique que rageant en fait tu vois. Et il y a pas mal de films que beaucoup s'amusent à taper dessus que je trouve pas si mal que ça. Cela dit, oui, il y a des ratés, donc du coup, on va s'atterrer à cette liste. Et comme pour le top, je vais passer vite fait les catégories films décevants et films pas assez mauvais, pour qu'on en parle plus en détail en live sur Twitch à la date précise ici. Donc c'est parti, dans la catégorie films décevants, nous avons None at the Cabin. Oui, j'ai été encore déçu par un film de Shyamalan, c'est la deuxième fois, et ça commence à m'inquiéter, hein. Je considère toujours ces films comme La Jeune Fille de l'eau, Le Dernier Maître de l'air et Le Phénomène comme toujours de bons films. Donc vraiment quand je dis que je suis déçu de ce qu'il fait là maintenant, ça fait poser des questions quoi. Surtout que voilà, c'est sa première romance gay, et la situation dans laquelle il est mis, je suis pas sûr qu'ils comprennent ce qu'il est en train de raconter là. Ensuite nous avons Tetris, un film où j'avais pas mal d'attentes parce que l'histoire derrière la création de Tetris elle est très intéressante et elle ferait un bon film satirique. Mais voilà, ils ont préféré déconner un scénario moins fun. C'est dommage quoi quand l'histoire vraie est plus fun que ce qui se passe dans le film quoi. Nous avons Ruby l'ado Kraken qui était visuellement intéressant, voilà, et qui avait un concept qui aurait pu être génial. Le seul truc c'est que peut-être qu'en série télé ça aurait mieux marché parce que en film ça va trop vite et ça développe pas assez tous les trucs qu'il aurait bien aimé développer. Il y a certains personnages, je vous dis, ça aurait pu être plus intéressant s'ils allaient dans telle direction plutôt que cette direction là, mais voilà quoi, c'est dommage. C'est pas mauvais pour autant, je comprends que certains apprécient le film, il y a des qualités, surtout dans l'animation, mais voilà quoi, c'est dommage. Ça essaie d'être alerte rouge, mais ça y arrive pas. Gran Turismo, qui est très décevant par rapport à son réalisateur, voilà, j'en attendais un minimum de la part du mec qui a fait District 9, et ce film c'est vraiment un petit peu tous les films qui se passent dans un milieu sportif, mais si on enlève le rival et la partie où l'équipe élabore leur plan, ou leur caisse, ou leur truc et tout, et du coup t'enlèves ça et c'est chiant. T'as juste les courses, c'est quelques moments d'émotion avec un personnage pas développé et
c'est juste chiant, c'est dommage. Aquaman 2 qui est juste Aquaman 1 mais en moins maîtrisé quoi. Aussi, hot take, retirer les scènes d'Amber Heard, c'était un très mauvais move. Pas juste par rapport à ce qu'on sait maintenant sur l'affaire d'Amber Heard, mais aussi parce que clairement dans ces scènes à elle, il devait y avoir du développement de personnage sur ceux qui entourent la famille de Aquaman et tout. Donc du coup, on enlève beaucoup de l'histoire en enlevant ces scènes-là, et du coup, le film est moins bien raconté. Entre faire plaisir à des rageux ou faire un bon film, vous avez préféré faire plaisir à des rageux. Bravo les gars. Bernadette, vraiment, en France, on est nul pour faire des satires politiques. Entre ça et Président, vraiment, vous faites un film un petit peu humour noir sur Bernadette Chirac, vous avez tout le catalogue des blagues, des guignols pour vous inspirer et tout, et pas une seule fois, vous essayez de faire un truc réellement drôle, réellement satirique, réellement méchant. Vous êtes trop gentil. Faut arrêter d'être gentil dans ce genre de film, surtout avec des personnalités comme ça. Soyez mordant un peu, merde. Les trois mousquetaires d'Artagnan qui non seulement est décevant, parce que voilà, un film d'aventure à l'ancienne dans le cinéma français actuel, ça aurait été cool, voilà, que ce soit réussi, mais malheureusement, c'est raté. En fait, c'est tellement raté qu'il a failli se retrouver dans le top. Il était de plus en plus poussé à la sortie, surtout par rapport à... Voilà, vous vous en doutez un petit peu de ce qui arrive. Peter Pan et Wendy, qui est la définition de la folie, parce que je m'attendais à un résultat différent en répétant encore et encore la même connerie. J'espérais que cette fois, un remake Disney serait un minimum intéressant, juste parce que cette fois, le réalisateur, c'était un mec qui a beaucoup de talent, mais qui en plus est un des rares à avoir fait un bon remake Disney avant ça, à savoir Peter Elliott le Dragon. Mais au final, ce film a le cul entre deux chaises et n'arrive jamais à assumer s'il veut être une version intimiste, indépendante, genre Max et les Maxi-Monstres de Peter Pan, soit juste un remake neuneux a fait un petit peu film d'aventure rigolo quoi. Je sais qu'après Pinocchio, où mon réalisateur préféré a fait une grosse daube, j'aurais dû comprendre que c'était impossible de faire des bons films chez les remakes Disney, mais voilà. Et en dernière déception, bon, pas vraiment une déception personnellement, parce que j'en attendais pas grand chose de ce film là, je vais même dire il était moins mauvais que ce que j'aurais cru, mais par rapport à ce que ce film représente, c'est quand même décevant, Wish. Voilà, parce que pour les 100 ans de Disney, tu fais un truc mid, tu fais un truc qui ose pas, tu fais un truc qui essaye de rendre hommage à la 2D mais qui fait pas vraiment de la 2D, qui fait de la 3D mais qui essaye quand même de faire un petit peu du Spider-Verse mais pas complètement du Spider-Verse, et qui essaye de raconter une histoire mais en fait pas vraiment, parce qu'on enlève pas mal de scènes qui auraient approfondi l'histoire, on enlève des éléments qui auraient rendu l'histoire plus intéressante et les personnages plus cool. Non, on enlève tout ça et on fait le film le plus aseptisé que vous ayez fait depuis... les Aristochats. Voilà, honnêtement, on est à ce niveau-là de... c'est pas mauvais, je comprendrais que certains aiment bien, mais... Voilà. Ensuite, nous avons les films pas assez mauvais, où là, ça se mélange un peu. Soit il y a des grosses daubes qui ne sont pas aussi mauvais que ceux que j'ai mis dans le top, soit il y a des films qui se font défoncer, mais qui, en vrai, ne mériteraient pas d'être dans le top des pires films de l'année, quoi. Par exemple, nous avons Ghosted, un film qui s'est fait défoncer parce que... ouais, voilà, c'est pas super bien raconté, c'est pas un concept ultra intéressant, les acteurs sont clairement pas dans le truc et tout, et c'est encore plus décevant par rapport à son réalisateur, mais voilà, il y a quelques idées de scènes d'action qui sont rigolotes, donc... c'est un peu plus compétent que la plupart des films d'action qui sont dans mon flop. The Marvel, celui-là, vraiment, il se fait défoncer juste parce que c'est film woke, alors que de l'autre côté, non, il est plutôt bien mené, il y a quelques scènes d'action qui ont pas mal de dynamique et tout, il y a même quelques idées de gags, je suis désolé, mais le coup des chats, j'étais mort de rire, j'assume. Et honnêtement, à part le fait que c'est un groupe de femmes de différentes couleurs, je vois pas ce qu'il y a de woke. C'est même pas woke avoir un casting diversifié, c'est juste... être Charlie Angels. Genre quoi, Total Spies aussi, c'est woke. Franchement, la seule idéologie de ce film, c'est la guerre, c'est pas bien. Voilà, qu'est-ce que c'est osé. Certes, c'est pas aussi bon que la plupart des films du MCU, mais comparé à Captain Marvel, c'est largement au-dessus, hein, je vois pas pourquoi celui-là il se ferait plus défoncer que Captain Marvel. Et en soi, c'était un chouette épisode de Star Trek d'1h50, moi ça me va ce genre de délire. Je veux dire, il y a une planète comédie musicale, comment ne pas aimer quoi. Et ouais, le film s'est planté au box-office, déjà parce que Disney n'a fait aucun marketing, les acteurs n'ont fait aucun marketing parce qu'ils étaient en pleine crève des acteurs à ce moment-là. On oublie un petit peu ce paramètre, il faut le prendre en compte. Et bizarrement, sur Disney+, il défonce tout. Il est numéro 1 au moment où je suis en train de tourner sur Disney+. Comme quoi, peut-être que ce film qui demande d'avoir 2 séries exclusivement sur Disney+, marche beaucoup mieux sur Disney+, qu'en salle de cinéma. Et ouais, ça montre un petit peu que Disney, maintenant, ils essayent de se débarrasser des salles de cinéma et tout sortir directement sur Disney+, parce que, bah, sur Disney+, ils ont tous les revenus, alors qu'en salle de cinéma, ils doivent
partager avec les distributeurs et tout, c'est chiant pour eux. Bah pour le coup ils ont réussi, c'est dommage que ce film se fasse un petit peu sacrifier, mais voilà quoi. Ensuite nous avons Blue Beetle, pareil, un film de super-héros qui se fait défoncer pour des raisons de wokisme, mais pareil, je vois pas ce que ça a de... Si, c'est un petit peu woke dans le sens où c'est des pauvres qui défoncent des riches, mais bon... Et c'est techniquement le meilleur film DC Comics de cette année, c'est triste à dire, mais voilà, c'est celui qui était sincère dans ses moments d'émotion, c'est celui qui essayait vraiment de raconter une bonne histoire, et c'est celui qui essaye d'avoir une identité visuelle qui change un petit peu. J'aime bien le fait qu'on est pratiquement dans le monde de cyberpunk dans ce film-là. J'aurais bien aimé qu'on explore un peu plus ce monde-là, au lieu de juste faire une origin story bateau. Mais bon voilà, en soi, ça va, il se débrouille bien ce film comparé au reste. Franchement, je vois rien de détestable, hein. Même la fin post-générique qui amènera à rien parce que le film s'est planté et de toute façon ils sont en train de rebooter tout l'univers étendu. Même ça, je suis genre, Sexy Génère, le film où Thierry Lhermitte et Patrick Timsit essayent de se convaincre qu'ils sont toujours séduisants. Voilà quoi, chiant. Mon crime qui... comédie un petit peu satirique et tout, qui... voilà, juste le propos sur le fait que les nanas, elles arrivent à devenir célèbres en se la pétant d'avoir tué un mec et tout, je sais pas, je trouve que c'est pas le bon contexte pour faire ce genre d'histoire, mec. Les complices, voilà, pas grand chose à dire sur celui-là non plus. Le concept est rigolo, voilà, hein. Tueur à gage qui devient pote avec ses voisins et qui essaye de combattre sa phobie du sang, ce qui, comme vous imaginez, est un petit peu handicapant pour un tueur à gage. Mais voilà quoi, ça a du mal à trouver son soul, ça a du mal à trouver vraiment les bonnes blagues et tout, c'est juste chiant. C'est dommage, hein, il y avait de quoi faire. 36,5 Quai des Orfèvres, alors celui-là il se fait défoncer, mais honnêtement, en termes de comédie française, il se débrouille pas si mal que ça, celui-là. Parce que pendant que les autres comédies font soit du Christian Clavier chiant, soit du Philippe Lachaud lourd, celui-là, il essaye de faire une comédie à la Zaz et... bah tu vois, pas toutes les blagues marchent, hein, c'est clairement pas au niveau de Zaz, mais j'aime bien le fait qu'ils aillent à fond de leur délire, j'aime bien le fait qu'ils assument l'aspect Zaz de leur film, et j'aime bien le concept du tueur qui tue des gens en se basant sur des comptines pour enfants et qui te met littéralement un mec déguisé en souris, qu'il trempe littéralement dans de l'huile et dans de l'eau. Voilà, c'est débile, mais au moins c'est le genre de débilité que j'adhère un petit peu. C'est presque une vidéo de joueur du grenier à quelques moments pour dire. Donc ouais, pas ouf, bien sûr, hein, je mettrais un 5-6 sur 10 si je devais lui donner une note, mais en vrai, voilà quoi, il mérite pas de se faire défoncer comme d'autres films quoi. Haunted Mansion, qui était pas mal du tout. Bah, je suis le premier à être déçu que Del Toro n'ait pas pu faire son adaptation de Haunted Mansion, bien sûr, mais c'était déjà mieux que le film avec Eddie Murphy. Et honnêtement, ils ont de bonnes idées pour essayer de profiter un petit peu de l'univers du manoir hanté, en faisant venir toute une galerie de personnages rigolos avec Danny DeVito, le mec d'Atlanta et Owen Wilson et tout. Et il y a même quelques idées visuelles qui sont cool. Non, franchement, c'est un bon spectacle horrifique, c'est un bon film d'horreur pour enfants, voilà, donc pas trop effrayant, mais suffisamment glauque pour plaire esthétiquement. Seul truc, c'est pourquoi Jared Leto joue le méchant. Fast 10, voilà, je commence à en avoir marre de ces films qui commencent à encore et encore répéter les mêmes trucs, voilà, qui essayent d'avoir de nouvelles idées, de situations d'action et tout, mais là, voilà quoi, toute la galerie de personnages qui va un petit peu dans tous les sens, on sait pas où ils vont, voilà, ça commence à devenir un petit peu lourd là. Ça, plus le fait que le cliffhanger là, où, oh mon dieu, peut-être qu'on a tué la moitié du casting. Du con, Gal Gadot revient d'entre les morts dans celui-là. À partir de là, on n'y croit plus. Indiana Jones est le cadran du destin qui est pas si mal que ça. Alors certes, c'est pas au niveau des quels premiers films, hein. Le fait qu'on ait pas Spielberg à la réalisation, ça fait une énorme différence, je suis d'accord. Mais honnêtement, dans les conditions dans lesquelles le film s'est fait et tout, avec les idées qu'il essaye de mettre en avant et tout, et bien sûr le fait qu'il soit jonglé avec le fait qu'ils ont une fanbase toxique, ultra basée sur la nostalgie, qui avait déjà défoncé le précédent Indiana Jones et tout, et qu'il fallait surtout pas se louper, qu'il fallait traiter le personnage d'Indiana Jones un petit peu au sérieux, et en même temps garder Indiana Jones vieux, voilà, parce que on veut pas prendre le risque de se faire taper dessus parce qu'on l'a remplacé par un autre acteur plus jeune. Honnêtement, dans toutes ces conditions, c'est un miracle que le film est capable de marcher, donc le fait qu'il arrive à faire un petit marathon, moi je trouve ça bien, tu vois. À titre personnel, je le préfère au Temple Maudit, mais il est vrai que, en tant qu'objet cinématographique, ouais, c'est le moins bon de la saga Indiana Jones. Transformers Rise of the Beast, enfin, un Transformers qui tient à peu près debout, sans Michael Bay qui fait n'importe quoi, c'est pas parfait. Voilà, c'est pas encore parfait, parce que clairement, il galère à essayer de faire un film Transformers qui est aussi une introduction à un nouveau public, et qui évite de répéter un petit peu les mêmes trucs que Michael Bay a déjà répété un milliard de fois, genre, il faut pas venir Megatron, etc. Il faut venir directement Unicron et tout, et c'est... Voilà quoi, c'est pas parfait, mais tu vois, il y a un petit peu plus de maîtrise
maîtrise là. Au moins on en a quelque chose à foutre des personnages humains. Au moins on en a quelque chose à foutre de l'arc de Optimus Prime. Au moins ça compte sur le fait que t'es censé être investi dans cette histoire au lieu d'essayer de te rappeler, mec, je suis un film de merde, alors que... Oui, ça va, on a compris, et voilà, tu t'assumes pas, passe à autre chose, mec. Bumblebee et le film d'animation restent meilleurs, mais voilà, honnêtement, être dans le top 3 des meilleurs films Transformers, c'est pas si mal. Locked In, alors j'ai vu ce film avec mes parents sur Netflix il y a quelques temps, et j'ai pratiquement oublié ce qui se passe, voilà, je sais qu'il y a Frank Jensen dedans, je sais qu'il y a toute une histoire de triangle amoureux qui finit par tourner au meurtre, etc. Je me souviens c'était chiant, voilà, mais pas forcément ultra mauvais, peut-être les twists étaient un petit peu absurdes, je sais plus, j'avoue, je l'ai mis dans la catégorie pas assez mauvais juste parce qu'il fallait le mettre quelque part, hein. Silent Night qui se fait défoncer, je peux comprendre pourquoi, parce que de la part de John Woo, voilà, surtout que la dernière fois qu'on l'a vu c'était dans sa seconde carrière hongkongaise et il faisait des trucs beaucoup plus intéressants que ce truc-là. Mais honnêtement, comme exercice de style, je trouve que c'était pas mal du tout. Franchement, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être une exclue pour streaming, et pour ce genre de film, bah, je trouve que c'est quand même le haut du panier dans ce qu'il fait dans les films d'action direct en vidéo, hein, largement. J'aime bien le parti pris du fait que le film est pratiquement muet, hein, on entend quelques fois des dialogues, mais c'est genre une voix à la radio ou un truc comme ça, quoi, c'est un truc que tu peux t'en passer sans problème. Donc j'aime la proposition, j'aime certaines scènes d'action, mais c'est vrai que comparé à ce qu'a fait John Woo, c'est pas son meilleur film, ça je suis d'accord pour le dire. Pas son pire non plus, hein, je trouve que c'était quand même plus intéressant que Mission Impossible 2. Sound of Freedom, le film QAnon, là, et tu vois, malgré le fait que ce film est produit par des gros droitards qui achètent les places de cinéma juste pour gonfler artificiellement le film, juste pour se dire « Eh, regardez, on a fait plus de chiffres qu'Indiana Jones !» et qui utilisent ce combat réel contre les trafics sexuels d'enfants pour pouvoir servir d'argument contre leurs ennemis politiques qui ont rien à voir avec ces trafics d'enfants, hein. Encore une fois, QAnon, c'est les mecs qui imaginent que les démocrates, c'est une secte qui torture des enfants pour essayer de leur prendre de l'énergie vitale, là. J'adore cette phrase de l'article d'écran large sur le film qui dit « Oui, ces gens-là, ils croient à Monstres et compagnie !» Mais tu vois, au-delà de tout ça, ce film est bien léché, il y a un metteur en scène qui sait tenir une caméra et qui fait de belles photos. L'acteur, c'est un gros con, mais il joue bien, il arrive à nous investir émotionnellement quand on oublie tout le contexte du truc. Donc en soi, tu vois, ça peut être vu comme un bon thriller policier, voilà, sur ce mec qui essaye de sauver une petite fille qui s'est fait kidnapper et tout. Mais voilà, je vous conseillerais pas de le voir pour autant parce que ce serait donner de l'argent à des gros cons qui apparemment ont parmi eux des criminels sexuels. C'est un petit peu ironique, quoi. Mais bon, retenez bien le fait que j'ai bien aimé Sound of Freedom, ça va être important plus tard. La petite sirène qui a failli se retrouver dans le top, mais en vrai, c'est probablement un des moins pourris des remakes Disney qu'on a eu ces derniers temps. C'est toujours pourri, hein, franchement, j'ai fait 2 vidéos défendant et défonçant un petit peu le film et tout, mais voilà, il y a pas mal d'aspects où je rejoins un petit peu les critiques, comme par exemple le sort d'oubli. Là, j'ai pas compris à quoi ça sert de faire oublier Ariel l'urgence de sa situation. C'est encore un de ces films qui se repose sur des critiques à la con des forums anti-Disney, là. Écoute, en parlant de quelqu'un qui a eu du mal à apprécier le film original La Petite Sirène, vous vous concentrez pas sur la bonne partie. Le seul truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est la romance. Là, pour le coup, la romance, elle marche. Là, franchement, je crois à l'alchimie entre les deux. Ils ont des moments mignons. J'aime bien la scène où Ariel révèle son nom. Le reste est à chier, mais pour le coup, la romance marche bien. Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, qui a failli se retrouver dans le top. Et j'ai un Fermé-là de prévu dessus, parce que autant le film se fait défoncer, mais j'ai pas l'impression que les gens comprennent pourquoi il est défonçable. Genre, ils défoncent le fait que le film est moche, mais ils comprennent pas qu'est-ce qui fait que le film est moche. Alors que je trouve que c'est au contraire très intéressant de s'intéresser à pourquoi ce film est désastreux. Et tu vois, j'avais envie d'aimer ce film et je le déteste pas autant que certains. Parce que voilà, le côté John Carter et tout, ça me parle un petit peu, mais c'est vrai que c'est une trilogie qui commençait en des films de cambriolage et ça finit dans un combat contre un dictateur de l'espace, là. C'est un peu bizarre, quoi. Il y a beaucoup de trucs qui sont ratés dans ce film, j'en parlerai dans un Fermé-là qui promet d'avoir les proportions d'une de mes vidéos sur les Spider-Man du MCU, mais voilà, quoi. Je le déteste pas autant que certains, mais c'est vrai que c'est raté. Et pour finir, bon, je l'ai pas mis dans le flop principalement parce que je trouve que ça aurait été pas très juste de le mettre dans le flop. Il y en a beaucoup qui me demandent mon avis par rapport à ce film-là, mais voilà quoi, c'est un petit peu dur de mettre dans un flop un fin de film, donc je le mets là, Spider-Man Lotus, le fameux Spider-Man raciste, comme certains disent, parce que le réalisateur s'est révélé être un gros connard d'extrême droite et tout. Et tu vois, même si tu fais abstraction de ça, ce fan de film est raté. Ce fan de film est raté parce que
ok, tu as voulu te concentrer sur la partie dramatique de Spider-Man. Il y a une raison pour laquelle pas mal de fanfilms évitent de faire ce genre de scène. Parce qu'en fait, les fanfilms, c'est pas avec des acteurs professionnels. Or, ce genre de scène, il faut avoir de super acteurs pour que ça marche. Ce que ce film n'a clairement pas, malheureusement. Et au bout d'un moment, tous ces scénarios ultra dramatiques, ça le fait quand c'est des sous-scénarios pour un film un peu plus grand où il y a d'autres enjeux un peu plus épiques, tu vois. Mais quand il y a que ça, c'est chiant. Genre le film il fait quoi, 2 heures, quelque chose comme ça. Je suis désolé mais étalé sur 2 heures comme ça c'est chiant. Au bout d'un moment t'as envie que Spider-Man fasse un swing de Spider-Man pour nous rappeler pourquoi Spider-Man c'est cool quoi. Donc ouais je le mets pas dans le flop mais c'est vrai que c'est des défauts qu'il était pas obligé d'avoir, tu vois. T'étais pas obligé de faire un film de 2 heures. T'étais pas obligé de te concentrer que sur cette partie là de Spider-Man. Tu pouvais varier un petit peu si tu voulais faire un film complet. Et t'étais pas obligé de forcer tes acteurs avec un talent limité à faire du putain de drame. Mais bon tu voulais absolument te montrer comme supérieur aux films de Marvel. Bah je suis désolé mais les films porté par leur ego comme ça et qui essaye de corriger ce qu'il fait dans la concurrence, là, ça donne rarement le meilleur du cinéma quoi. Alors les fanfilms j'en parle pas hein. Donc voilà ça c'est fait, donc on va enfin passer au tome 15 et je sens que déjà que le numéro 15 il y en a certains qui vont gueuler The Creator. Oui, je trouve sincèrement The Creator raté. Alors oui, le film est beau, hein, Gareth Edwards a prouvé une fois de plus qu'il a du talent pour faire de belles images et tout. Mais je suis désolé, il est nul à chier pour raconter une histoire ou pour créer un univers. Tu vois, on retrouve un petit peu tous les défauts de Rogue One. Sauf que Rogue One, je me disais, hein, c'est un film de commande, donc il doit avoir un certain rythme. Donc il peut pas explorer ses personnages au bout, il doit se concentrer surtout sur l'action, etc. pour offrir un bon spectacle aux fans de Star Wars. Bah ce film qui repose entièrement sur sa personne, voilà, qui est production originale pour le coup, dont il porte à lui tout seul le truc, je crois qu'il produit en plus le film. Et bah finalement, il a tous les défauts de Rogue One en pire. Parce qu'au moins Rogue One avait un univers qui fonctionnait un petit peu. C'est un univers qu'il a pas créé évidemment. Là c'est un univers original et tu te rends compte que il sait pas faire un univers original en fait. Donc ok, c'est un monde où on a des robots parmi nous. Ils faisaient partie de notre société pour longtemps, mais un jour il y a eu une explosion nucléaire à Los Angeles, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Les Américains estiment que c'est la faute des robots, donc du coup ils veulent rendre les robots illégaux. D'accord, jusqu'ici tout va bien. Mais il y a un deuxième pays, parce qu'apparemment dans ce monde-là il y a que 2 pays, l'Amérique et la Nouvelle-Asie. Voilà, parce que dans ce monde-là, apparemment, l'Asie s'est recomposée et ça a fusionné tous ces pays, genre la Chine, la Corée, peut-être même le Japon et le Tibet ont fusionné apparemment. Genre quand tu t'y connais un tout petit peu en histoire de l'Asie, tu te dis ah non, c'est une poudrière, ça tiendra jamais. Et ben la Nouvelle-Asie, elle refuse de coopérer et offre un abri à tous les autres robots qui veulent survivre quoi. Donc officiellement l'Amérique n'est pas en guerre contre la Nouvelle-Asie, mais il faut quand même cette guerre froide pour combattre les robots. Ok, donc là déjà ça pue un petit peu, mais en plus tu vois que la Nouvelle-Asie, ouais, elle a vraiment cette civilisation en parfaite symbiose avec les robots, genre les robots ils peuvent être fermiers, voilà, les robots ont besoin de s'occuper d'une ferme, d'accord, ils ont des robots policiers, ils ont des pubs en anglais, vous êtes en guerre contre les anglophones. Pourquoi vous avez des panneaux de publicité anglais? Et apparemment tout se passe bien. Ils ont pas eu d'attentat qui les visait eux. Non, il y a des groupes de résistants robots, mais ils résistent pas contre la Nouvelle-Asie. Ils résistent contre l'Amérique quoi. La Nouvelle-Asie par rapport à eux, ils sont genre ils sont là. Bon bah ils font ce qu'ils veulent hein. Et du coup tu te dis ok, pourquoi il y a pas de problème avec eux, pourquoi la Nouvelle-Asie, tu vois, c'est un truc intéressant justement. Pourquoi la culture asiatique accepte mieux les robots? Peut-être que ça a un rapport avec le fait que pas mal de religions asiatiques considèrent que tout objet a une âme et que du coup ils considèrent que les robots sont des êtres vivants à part entière et qu'on devrait leur accorder la vie. Mais non, on n'explore pas ça parce que le plus important c'est de montrer des situations d'action à la con avec ce mec qui avait infiltré la résistance, qui était tombé amoureux de la fille du leader, l'opération a mal tourné, la nana est supposément morte et il a dû retourner aux États-Unis et le général de l'armée vient le voir en mode hey, tu connais un petit peu le terrain, tu peux peut-être nous aider pour essayer de retrouver cette supposée super arme qui pourrait mettre fin à la guerre à l'avantage des robots et tout. Et en spoiler, le fameuse arme c'est un gosse. Voilà, un gosse robot. Bon, alors déjà, les robots peuvent vieillir dans ce monde parce que sinon c'est ultra salaud de faire des robots enfants. Ça veut dire que tu seras enfant toute ta vie quoi, mais c'est... Ok, mais aussi un autre truc que j'ai remarqué qui en dit long sur à quel point le film il était pas très bien pensé, pas très bien écrit, c'est que tous ceux qui interagissent avec cette gamine
captes tout de suite que c'est une gamine, que c'est une fille. Or tu la regardes physiquement et bah, ce serait pas étonnant que tu te trompes et que tu te dises c'est un garçon, tu vois. Elle a les cheveux rasés, elle a aucun signe particulier qui laisse suggérer qu'elle est féminine ou quoi. Donc comment tout le monde arrive à la genrer correctement? Genre ce serait normal de faire une erreur dans ce genre de choses. C'est peut-être moi qui suis con, mais moi je suis désolé, mais quand je la vois, je me dis pas ah tiens c'est une fille direct quoi. Non, faut me le dire que c'est une fille. Mais là personne ne fait l'erreur, je comprends pas pourquoi. Mais là c'est quand même un classique qu'une petite fille tu lui rases la tête, boum, t'imagines que c'est un garçon quoi. C'est arrivé partout dans la fiction quoi. Et je parle pas du reste de l'armée américaine qui est exagérément méchante. Genre t'as littéralement une scène où un des soldats menace un chiot pour faire parler des villageois apeurés. Genre sérieusement, on en est au stade du chapeauté 2. Tu vas pas tirer sur un chiot quand même. Si, en pleine face, regarde. Mais aussi même les gadgets de cet univers, je les comprends pas. Genre par exemple, dans l'armée américaine a une espèce d'étoile noire. Voilà, ils ont fait le projet Star Wars de Reagan. Ce gigantesque satellite qui peut envoyer un missile nucléaire sur n'importe quelle cible, quoi. Apparemment, la Nouvelle-Asie ne peut pas se défendre contre ça. Apparemment, ils ont déjà bombardé plusieurs points de la Nouvelle-Asie sans que ça pose problème. Donc du coup, ça te fait poser la question, mais si tu veux vraiment tuer les robots à ce point, pourquoi tu bombardes pas directement la Nouvelle-Asie tout de suite, quoi, tu vois? Fais une purge, quoi. Sois un petit peu cohérent avec à quel point tes personnages sont diaboliques, quoi. Clairement, ils ont aucun problème à commettre des crimes contre l'humanité à ce stade. Mais aussi, il envoie des ogives nucléaires. Mais genre, pourquoi t'envoies des ogives nucléaires? Non, parce qu'on montre bien qu'une fois que l'ogive est tombée, t'as les radiations qui restent, donc du coup, les humains peuvent plus y aller sans combinaison, sans protection, mais les robots, eux, ils auront aucun problème. Donc en fait, t'es en train de fertiliser le terrain pour les robots un peu. Puis, ce serait pas plus cohérent d'en faire des EMP plutôt que des ogives nucléaires? Parce que les EMP, justement, ça dégomme que les robots, quoi. Parce que la raison pour laquelle ils veulent pas faire de guerre ouverte avec la Nouvelle-Asie, c'est parce que, oh, vous êtes humains, on n'est pas en guerre contre vous, on veut juste tuer les robots, nous. Bah, dans ce cas, faites bombarder la planète entière de EMP, je sais pas, moi. Mais surtout, le truc qui est complètement débile et qui me fait hurler de rire chaque fois qu'ils utilisent ce machin, c'est qu'il a un gigantesque laser pour indiquer « je vais tirer là ». Et quand il accompagne des équipes d'infiltration, voilà, qui se mettent dans le noir pour ne pas être repérés, c'est un petit peu contre-productif quand il y a le gros laser qui indique « hey, on est là, on arrive !» Ou encore d'autres idées débiles, genre t'as un moment un robot flic qui envoie une grenade sur notre héros, mais c'est une grenade qui a un compte à rebours de genre 30 secondes ou quelque chose comme ça, et le temps que le compte à rebours se termine, et bah t'as un chien qui va prendre la grenade et qui la ramène à son envoyeur, et genre, vous êtes sérieux ? Mais c'est complètement débile. Ouais, c'est drôle, mais ça t'amène un truc qui n'a aucune logique dans l'univers de ce film pour faire une blague à la con. Vraiment, c'est juste pour ça. Oh là là, enfin un film qui prend au sérieux son univers, mon cul. Ou encore, il y a un moment où on découvre que les militaires, ils ont cet appareil qui permet de recopier les pensées de quelqu'un pour la mettre dans un robot. Et là, je suis genre, mais attends, mais on peut parler de ça 5 minutes? Là, tu viens littéralement de ressusciter un mec. Bon, d'accord, c'est pendant quelques minutes, mais ça amène des questions philosophiques là sur la nature de l'âme humaine là. Est-ce que du coup l'âme c'est l'âme ou est-ce que c'est juste des informations qui peuvent être recopiées et tout? On peut parler de ça un petit peu. Mars Express justement il a exploré ça et il a fait des trucs intéressants avec ça d'un point de vue dramatique et tout. Donc c'est pas impossible de faire un truc intéressant avec ça quoi. Mais là où clairement j'étais en mode non c'est bon ce film n'a aucune logique, c'est complètement débile. C'est où l'armée américaine envoie des robots. Oui, vraiment, le camp qui est contre les robots utilise des robots débiles. Mais en plus, c'est des robots kamikazes. Des robots kamikazes qui sont capables de ressentir la peur et le regret. Sans déconner. Au moment où on envoie ces putains de robots kamikazes, ils sont en train de dire... c'était un honneur de vous avoir connu. Mais genre, mais putain, mais non, c'est les droïdes de Star Wars à ce stade, ça n'a plus aucun sens. Au bout d'un moment, je comprends même pas pourquoi les Américains détestent les robots, quoi, dans ce film. Parce que les robots, ils font rien de trop froid, etc. C'est pas les robots de iRobot ou le Terminator ou quoi. Non, c'est juste des gens normaux. En fait, j'en avais parlé avec des potes avec qui je suis allé voir le film. Notamment un pote qui est passionné par l'intelligence artificielle, qui adore les questions que ça soulève philosophiquement et tout, et qui a détesté ce film encore plus que moi, parce qu'il a rien vu qui traitait de l'intelligence artificielle dans ce film, qui parle pourtant d'intelligence artificielle. Et on avait eu une discussion, on s'est rendu compte que, mais en fait, les robots, c'est juste être asiatique dans ce film. Et c'est vrai que si tu regardes bien, ouais, le seul truc
que ça dit avec l'intelligence artificielle, c'est discrimination, racisme, peur de l'autre, etc. Et le fait qu'ils sont tout le temps codifiés avec des robes tibétaines et d'autres tenues traditionnelles, tu te rends compte, putain, ce film de fait Bright, mais avec des robots à la place des orques, quoi. C'est à ce niveau de neuneu, quoi. Et ouais, ça dit rien d'autre que le racisme c'est pas bien et la guerre c'est pas bien, quoi. Waouh, t'avais vraiment besoin d'amener des robots pour ça. Et c'est là que je me rends compte qu'en fait c'est ça le délire autour de la Nouvelle-Asie dans ce film, c'est que il voulait faire un parallèle avec le génocide tibétain, mais il voulait aussi faire un parallèle avec la guerre du Vietnam. Et en même temps, il voulait faire venir l'acteur qu'il aime bien, Ken Watanabe, là, qui est japonais, et il voulait mettre une actrice mannequin un petit peu connue chinoise. Donc du coup, ça peut pas s'assembler en un seul pays comme la Chine ou le Japon. Non, non, il faut qu'il imagine un monde où ce serait logique d'avoir toutes ces différentes références et tout, et finalement, tu mets dans le même panier toute l'Asie, quoi. Ah, c'est bien, tu as voulu critiquer le racisme, mais finalement, tu reposes sur une logique un petit peu raciste aussi, quoi. Et oui, je sais que je devrais être content de voir un gros blockbuster américain bourré d'action qui te montre quand même que les méchants, c'est les Américains, et qui a enfin le courage de dénoncer un petit peu le génocide tibétain. Bon, alors... le dénoncer à travers plusieurs couches d'allégories, hein, et comme l'a dit certains comiques, je connais beaucoup de gens qui utilisent des allégories, ce sont tous des lâches, mais aussi, ouais, mais c'est pas pour autant que l'histoire devient bien juste parce que les méchants sont les Américains, là, tu vois. Surtout qu'en plus, il y a un moment, le personnage de Ken Watanabe balance une bombe. Genre littéralement, il te révèle, ouais, tu vois l'explosion qui est arrivée à Los Angeles, et ben l'armée américaine dit que c'est la cause des robots, mais en réalité, c'était juste une erreur humaine, et là je suis genre... On peut parler de ça 5 minutes. On peut parler de ça parce que la seule raison pour laquelle on est dans tout ce bordel, c'est à cause de cette explosion. C'est parce qu'on pense que c'est la faute des robots. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Est-ce que tu peux détailler ça? Parce que ça, tu vois, cette information, c'est ultra important. Ça pourrait mettre fin à cette putain de guerre et montrer, ah ouais, putain, on nous ment depuis le début. Non, 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 c'est juste au détour d'une phrase, juste, oh, regardez, j'ai un univers. Ouais, non, non, je suis désolé. Je sais qu'il y en a qui aiment bien l'action, qui aiment bien la photographie. Et je suis sûr qu'il y en a qui aiment bien l'acteur. C'est vrai que l'acteur principal, voilà, je commence à avoir de la peine pour lui parce qu'en dehors de Black Lives Matter, j'ai du mal à le voir dans de bons films parce qu'entre ça et Tenet, décidément, il a pas de bol, ce mec. Mais vraiment, non, ce film, narrativement, thématiquement, non, non, le fond est désastreux, la forme tient à peine debout. Le fait que les moments de développement de personnages entre le héros principal et la gamine, ça se fait uniquement dans des montages, je suis genre, va te faire foutre. Non, là, tu viens de me confirmer que c'est même pas que t'as pas toujours le temps de développer tes personnages, c'est que t'aimes pas développer tes personnages. Tu préfères te concentrer sur des beaux visuels et de l'action, et ça, non, non, je suis désolé. Pour moi, c'est du Michael Bay, ça. Oui, en termes d'imagerie, c'est magnifique, c'est pour ça qu'il est que numéro 15, mais je suis désolé, c'est pas un bon film à mes yeux. Mais je suis désolé, mais les visuels qui se contentent d'être jolis et qui racontent pas grand chose, je suis désolé, c'est pas une marque de bon cinéma pour moi. Numéro 14, une autre tentative ratée de faire de la science-fiction originale, Rebel Moon. Partie 1, un enfant en feu. Honey, why is the baby on fire? Et tu vois, j'avais pas envie de défoncer Zack Snyder, tu vois, parce que il a déjà assez souffert comme ça, tu vois. Il essaye vraiment de faire maintenant des films surtout pour lui qui correspondent à ses goûts chez Netflix, voilà. Il essaye de se débarrasser des commandes qu'il faisait pour Warner et DC. Et tant mieux pour lui, qu'il continue dans cette voie, qu'il s'amuse et tout, mais je suis désolé, mais non, ton film il marche pas là. À ce qui paraît, à la base, ça devait être un projet Star Wars qu'il avait proposé à Kathleen Kennedy et tout, et qu'on lui a refusé, et ouais, bah je comprends pourquoi. Parce que vraiment, le seul truc un petit peu Star Warsien qu'il propose, c'est, en dehors des visuels, bien sûr, il essaye d'être un petit peu Star Warsien, mais clairement, il sait pas utiliser les visuels de façon pertinente, à part pour se la péter. Mais aussi, voilà quoi, en dehors du fait que c'est les 7 mercenaires, mais dans l'espace... Voilà quoi, t'as pas l'air de proposer quelque chose de très intéressant quoi. Non, et puis je crois que le coup des 7 mercenaires, on l'a pas déjà fait dans un épisode de Clone Wars ou quelque chose comme ça, ouais. C'est surtout narrativement que c'est catastrophique, parce que tu vois, oui, Zack Snyder, il sait faire des jolis plans, il sait faire des scènes sympas, mais il sait pas raconter une histoire, mais genre du tout quoi. Genre l'histoire, c'est cette nana, cet ancien soldat qui a un lourd passif, qui aurait apparemment tué un ancien roi ou je ne sais quoi, voilà, tout un tas de lore qui balance en beaucoup d'expositions avec des dialogues chiants, voilà, il y a beaucoup trop d'expositions dans ce film là, qui vit dans un petit village humble, voilà, petite vie tranquille dans le pit,
tu vois, et qui se retrouve emmerdé par littéralement les nazis de l'espace, genre il est littéralement déguisé en nazi de l'espace, le méchant principal qui est joué par le mec sans aucun charisme de Deadpool, voilà, c'est dommage, qui vient foutre la merde, voler leur récolte et tout, ouais bon c'est mille et une pattes quoi, et du coup cette super soldat qui est capable de péter la gueule à la plupart de ses soldats, décide d'aller chercher des mercenaires, et là déjà ça va pas parce que mec, dans les 7 mercenaires, dans les 7 samouraïs, et dans mille et une pattes, c'était un mec lambda qui allait chercher les mercenaires, samouraïs et mille et une patiens. Parce que s'il y avait déjà quelqu'un qui savait se battre au village, eh ben il serait resté et il aurait fait ce que les 7 mercenaires, 7 samouraïs et tout font aussi dans leurs films respectifs, à savoir entraîner le village à se battre. Là, il y a déjà un guerrier, même apparemment une très bonne guerrière en plus, donc du coup, pourquoi tu les entraînes pas là? Même mieux, il y a même 2 guerriers parmi eux, parce qu'il y a aussi le robot qui bossait pour un roi et tout, et qui maintenant qu'il a plus de roi, il est obligé de suivre les ordres de supérieurs, mais qui arrive à développer une conscience et qui finit par devenir ami avec une petite fille et tout, donc c'est du genre, ouais vous êtes déjà 2, vous pouvez pas leur apprendre à 2 là? Non, faut qu'on aille chercher une bande de connards OSEF avec des profils variés et tout, genre t'as un mec qui a un style natif américain qui est capable de dompter un griffon parce que Avatar, mais surtout à quoi tu vas servir mec? Y a pas de griffon, y a pas de créature ailée dans la fameuse lune rebelle là, à quoi tu vas servir mec? T'as un ancien général à la retraite, oui, je suppose qu'il y a besoin de quelqu'un pour commander, mais bon, t'as une assassin, mais on a déjà 2 personnes qui savent se battre, à quoi ça sert? T'as rien de Solo qui, peut-être qu'il va nous trahir, mais peut-être qu'il va comprendre l'importance de cette cause. Non, il va juste nous trahir et on va le buter comme une merde. Et puis surtout, au bout d'un moment, le film, il est en pause, quoi. Le personnage principal n'évolue plus, voilà, elle est en pause, elle se contente d'aller voir un par un chaque personnage, et en gros, on répète un petit peu la même chose, quoi. Oh, s'il te plaît, viens nous aider dans ce village, ok. Oh, s'il te plaît, viens nous aider dans ce village, ok. Oh, s'il te plaît, viens nous aider dans ce village, ok. Au bout d'un moment, c'est juste chiant et répétitif, quoi. Ah oui, il y avait vraiment besoin de faire 2 films de 3 heures et une director's cut, hein. D'ailleurs, rien que ça, quoi. Oh, le film, c'est juste une version cinéma, la director's cut, elle sera un peu plus complète. Du con, t'es sur Netflix. Donc t'as besoin de faire un montage des producteurs, donc t'as besoin d'un deuxième montage quoi. T'as déjà un director's cut. Le mec il est tellement dans ses délires de regarder je suis un vrai artiste qu'il sait même pas à quoi ça sert une director's cut à la base quoi. Mais aussi visuellement, ok c'est très joli, mais il comprend pas ce que ces visuels raconte. Alors déjà il y en a beaucoup qui ont fait remarquer que les ralentis utilisés de façon hyper classe pour iconiser un personnage, il fait la même chose pour les nazis de l'espace et pour les héros quoi. Donc du coup tu te dis je suis censé glorifier qui au bout d'un moment dans ce film? Je suis censé trouver cool qui dans ce film là parce que là tu rends cool un nazi quoi, c'est peut-être pas une bonne chose. Encore une fois je dis pas que Zack Snyder est un nazi ou même d'extrême droite là. Je dis juste que c'est un mec qui s'extasie juste de la beauté de ses images et qui se rend pas compte de ce que ces images raconte quoi. Mais là où ça vous devient hilarant, c'est dans le design de certains aliens, parce que, bon, déjà, le fait que leur équipe soit principalement humain et un robot, c'est très décevant, hein, alors que, clairement, il y a l'air d'avoir différentes espèces aliens variées et tout, alors pourquoi pas faire une équipe à la Star Wars, justement, avec des aliens un peu partout, quoi. Mais un des aliens, voilà, c'est... je vais vous faire une description. Voilà, c'est une espèce de grand alien qui a pas vraiment de bouche et qui a des cierges sur les épaules et sur la tête et qui a une espèce de robe et tout et un aspect un petit peu squelettique. Vous le regardez et vous imaginez quoi? Ah, vous vous dites, ah, c'est un personnage censé représenter une espèce de culte ou de croyance, voilà, de quelque chose d'un petit peu spirituel, de religieux même. C'est un barman. C'est un putain de barman. Ce design hyper cool qui pourrait être dans un film de Del Toro et qui représente quelque chose de spirituel, c'est un putain de barman au fond. Il y a le patron de telle planète alliée qui a des tentacules et qui a un côté très marin dans son design. Il vit sur une planète où il n'y a pas d'eau. Genre littéralement il n'y a pas de mer et tout, c'est juste des buildings et tout, mais genre ça correspond même pas au style d'univers quoi, tu vois. Genre c'est juste parce qu'il trouve ces designs cool, mais il comprend pas comment ces designs peuvent être cohérents dans l'univers qu'il est en train de raconter. Donc du coup voilà, tu te la pètes de faire un univers original, mais finalement t'as rien construit, t'as juste free les designs que ton équipe artistique ont sorti et tu les as mis au pif quoi. Je vais pas te comparer à Star Wars parce que honnêtement, à ce stade, ce serait très injuste. Donc je vais plutôt te comparer à Valérian. Dans Valérian, les designs variés des aliens,
ont un sens par rapport à ce que ces personnages racontent. T'as un personnage de métamorphe, donc tu lui donnes une forme de flasque, voilà, qui peut changer un petit peu de forme, c'est logique. T'as ces personnages de gloutons qui bouffent tout le temps, bah du coup tu leur donnes des designs un petit peu orchesques, quoi, tu vois, un petit peu troll. Tu as des personnages de fouineurs qui ont des tas d'informations et de connaissances, et bah tu leur donnes des longs nez, des petites tailles pour qu'ils puissent s'infiltrer un petit peu partout et qui littéralement fourrent leur nez de partout, quoi. T'as des personnages qui se veulent spirituels et proches de la nature, donc du coup tu leur donnes un design un petit peu indigène, quoi, tu vois, c'est très stéréotypé et facile, mais au moins ça a du sens. Là, pourquoi est-ce qu'il y a une samouraï avec des sabres laser? Pourquoi cette nana c'est une femme araignée? Pourquoi ce mec là il aime les griffons? Je sais pas, je trouve ça juste cool. Je voulais juste faire du Star Wars, du Avatar et tout, quoi. Donc ouais, je suis désolé Zach, mais faudrait que tu trouves des vrais scénaristes là. Faut vraiment que tu apprennes ce que les images racontent, parce que ça avait déjà posé énormément de problèmes dans tes précédents films chez DC Comics, mais là, maintenant que tu fais tes univers originaux, c'est encore pire, là, j'ai l'impression. En numéro 13, vous vous plaignez de Ghosted en termes d'action, comédie romantique. J'ai pire, j'ai Freelance. Freelance que, voilà, j'avais aucun réel a priori, genre, je connaissais un petit peu les rumeurs comme quoi il allait être pas ouf, mais je suis quand même allé le voir par curiosité. Première scène d'action, oh tiens, un truc... la première personne, ah tiens, c'est réalisé par le mec qui avait fait le premier Tekken, ah bon, bah peut-être que ce sera pas si mal que ça. Non, c'est ultra moule, c'est la seule séquence un petit peu travaillée avec de la mise en scène, le reste c'est mou, c'est fake, c'est sans énergie, et putain, c'est même pas drôle, tu vois, genre il y a aucun moment... pourtant ce film il essaye d'être drôle absolument, quoi. Genre John Cena et Alison Brie, voilà, ce sont des personnes qui sont habitués à des rôles comiques qui savent être drôles à plusieurs moments, quoi, surtout Alison Brie, quoi. Mais ils arrivent pas à faire quoi que ce soit de réellement amusant, quoi. Et pourtant ils essayent, quoi. Il y a même un moment j'étais choqué, il y avait une scène où Alison Brie s'est foutue à poil. On voit pas les détails, mais t'es genre ah oui merde, elle s'est vraiment mis à poil pour cette scène, mais waouh, c'est pour cette dope que tu te mets à poil? Oh ma pauvre. Oh, je l'appelle pour toi, quoi. Même le bêtisier, bordel de merde. Parce que oui, il y a un bêtisier au générique de fin et il y a que 3 passages dans ce bêtisier. Genre, waouh. Même durant le tournage, c'était pas drôle. Mais vraiment, le truc qui m'a le plus énervé, c'est que, ok, tout le truc, c'est John Cena qui joue un ancien militaire qui est devenu... tueragage ou quelque chose comme ça, mercenaire, voilà, le terme c'est mercenaire, et qui est chargé de protéger la journaliste jouée par Alison Brie, qui doit aller interviewer un dictateur d'Amérique du Sud, voilà, et le dictateur d'Amérique du Sud, c'est un comic relief qu'on est censé trouver trop cool, voilà, qui pense vraiment à son peuple et tout, c'est la méchante CIA qui le force à tout, et je suis genre, mais... c'est un dictateur, il a sûrement fait tuer des tas de gens avant que vous arriviez, ferme ta gueule. Et le pire, c'est que, ouais, le film, il va jusqu'au bout, quoi. Il essaye vraiment de faire de ce dictateur, encore une fois, le modèle moral, le vieux sage, limite, tu vois. Le mec un petit peu comique, un petit peu con, mais qui est toujours gentil et tout, mais c'est genre des... dictateur! Au moins mettez-le en face du fait qu'il a probablement tué des gens. Le fait qu'il soit contrôlé par la CIA et que c'est pour ça qu'il est si méchant, ça suffit pas trop, quoi. Et c'est déjà fini pour cette partie-là parce que j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Putain, il est chiant. Ouais, j'ai beau bien aimer John Cena, mais là, non, là, c'était pas ouf, là. Et Alison Brie, elle mérite beaucoup mieux. Ouais, largement, ouais. Je suis sûr même l'acteur qui joue le dictateur, il mérite mieux. Hein. Je suis sûr, il a pas l'air d'être un mauvais acteur et tout, c'est juste que son personnage n'a aucun matériel ou quoi. Alors, c'est juste chiant. En numéro 12, le film Les Chevaliers du Zodiaque. c'est drôle parce que, comment vous dire, quand le film a été annoncé qu'il y avait les bandes annonces qui sortaient et tout, je me disais, ah ouais, ça va être encore un de ces machins directeur vidéo que tout le monde va oublier et tout. Et un jour, en me baladant dans la rue, j'ai vu une affiche accrochée sur un mur qui indiquait « Dans votre cinéma » et j'étais genre... sortent ça en salle, je vais voir l'UGC, putain oui il est en salle ce film de merde. Et là je suis genre mais sérieux? Mais vous avez vu la tronche du film? On dirait même pas un vrai film. Mais ouais c'est pas ouf du tout quoi. Je suis pas fan des Chevaliers du Zodiaque, hein, j'ai pas vraiment grandi avec, et j'avoue que mes connaissances sur les Chevaliers du Zodiaque s'arrêtent un petit peu à la série abrégée, les Chevaliers du Zodiaque, parce que voilà, je supporte pas les animés à base de combats qui durent 40 épisodes, et justement les Chevaliers du Zodiaque ça a l'air de tomber exactement sur ça, quoi. Mais j'étais quand même curieux de voir ce que ça allait donner, surtout vu que, apparemment ils ont eu le courage de le sortir en salle, et bah, c'est pas aussi mauvais que Dragon Ball Evolution. Au moins dans celui-là il y a des scènes d'action, voilà. Au moins ils essayent de prétendre qu'ils ont un scénario dramatique et tout, ils essayent de faire des trucs. Mais
ça marche pas trop. Voilà, l'acteur principal, c'est... je retiens pas son nom, mais c'est celui qui joue Zoro dans la série Netflix One Piece. C'est celui qui faisait Scar dans les films live action de Full Metal Alchemist tout pourri. Bah, c'est pas un bon acteur. C'est pas du tout un bon acteur. Que ce soit en japonais ou en anglais, il joue mal ce mec. Cela dit, je lui reconnais, il est un petit peu caméléon sur les bords, hein, parce que la façon dont il joue les trois personnages, bon, il les joue tous un petit peu mal, même Zoro, j'ai bien aimé la série One Piece, mais disons-le quoi, Zoro, c'était pas le meilleur acteur de la série. Ça, plus le fait que c'est ce genre de film où le mec, il obtient ses super pouvoirs que durant le troisième acte. Donc, je sais qu'il y en a qui sont saoulés par ces histoires d'origin story où faut attendre la toute fin pour que enfin on ait le Chevalier du Zodiaque dans le Chevalier du Zodiaque. Et même moi, qui aime bien qu'on essaye de détailler un petit peu les personnages et tout, même moi, je suis genre, ouais, non, c'est pas ouf là. On a aussi Sean Bean, voilà, dans ce film qui, oh, spoiler, il meurt à un moment, mais en plus, c'est une mort qui sert à rien, quoi. Genre, sa mort, il essaye de lancer une grenade pour tuer Frank Jensen, là, la méchante principale, enfin, méchante principale pendant un temps, parce qu'il y a un méchant surprise qui sort de nulle part. Et du coup, il lui balance une grenade, mais il la balance tellement mal que ça finit plus par le tuer lui que Frank Jensen, qui arrive à s'échapper, donc littéralement, il est mort pour rien, ce con. Pourtant, c'est pas compliqué de tuer Sean Bell, quoi, mais même ça, ils l'ont raté. Mais surtout, putain, ce film est moche, les effets spéciaux sont horribles, quoi, les scènes d'action avec les armures, là, c'est pratiquement au niveau d'un fan film. Je crois que j'ai vu des fan films Dragon Ball qui étaient mieux faits que ça. Le tout début, t'as une scène hilarante où t'as le bébé dans l'espèce de berceau en métal, là, qui est juste hilarant. Voilà, je regardais ça trop, j'étais genre... Le climax, c'est le même que X-Men 3 avec la nana au super pouvoir de déesse qui... pour on ne sait quelle raison commence à détruire le monde. Ouais, apparemment c'est pas un truc qu'il y a dans le manga ou dans l'animé. Voilà, c'est genre elle obtient ses pouvoirs et boum, ça lui donne envie de détruire la Terre parce que... Et Seiya arrive à l'arrêter en juste... appelant ses bons sentiments et tout, et boum. Les personnages n'ont aucune alchimie, ils arrêtent pas de se disputer pour un oui ou pour un non, et l'histoire est pas racontée de façon très intéressante. Voilà, c'est vraiment automatique sur cette partie-là. Le seul truc qui est vraiment rigolo dans ce film, c'est les scènes d'action. Et encore, niveau scènes d'action, je vous conseille plus Silent Night ou d'autres films d'action qui sont sortis cette année-là. Mais vraiment, il y a des moments où les scènes d'action, voilà, ils ont décoré un petit peu rigolotes, quoi. Surtout ce qui concerne les scènes avec Mark Dacascos, quoi. Déjà, c'est cool de revoir le Crying Freeman dans un film, mais aussi, voilà, ils lui ont donné la meilleure scène, quoi. C'est une scène où il se bat contre des espèces de chevaliers noirs. Voilà, une longue histoire. Apparemment, c'est un truc qui fait pas plaisir aux fans. Je suis pas au courant, mais je suppose. Et il fait un combat à main nue en utilisant des flingues et tout. Il fait un petit peu de gun-taka sur les bords. C'est assez rigolo. Mais surtout, ce qui est marrant, c'est que pendant qu'il pète la gueule à certains chevaliers noirs, il y en a un autre qui lui tire dans la tête 3 fois de suite. Parce que les mecs sont presque immortels. Ils se relèvent après s'être pris une balle dans la tête. Mais il n'arrête pas de l'utiliser tout le temps dans le même trou à chaque fois. Donc du coup, d'abord il tombe, et là il commence à se relever. Oh, qu'est-ce que j'ai loupé? Boum, reballe, hop, voilà, c'est un petit peu rigolo, tu vois. Non, vraiment, le meilleur truc du film, c'est Mark Dacascos, hein. Il est toujours charismatique, il arrive toujours à faire des scènes d'action rigolotes, voilà, il sauve un petit peu le film, mais pas assez pour être en dehors que dans le top, hein, parce que le reste est quand même très catastrophique, quoi. Surtout à l'heure où des meilleurs films comme Crater et tout se retrouvent en exclu Disney+, c'est pas normal qu'un film avec ces tronches-là se retrouve en salle. Vous vous plaignez des effets spéciaux de Quantum Mania, a raison, mais putain, c'est Avatar à côté de Chevalier du Zodiac. Ce genre de film, c'était déjà honteux en 2009. Là, de nos jours, ça peut plus, hein. En numéro 11, un habitué des flops sur cette chaîne, le dernier Ridley Scott, Napoléon. Alors il y a eu quelques débats, quelques polémiques autour de ce film par rapport au fait que Ridley Scott avait révélé qu'il n'avait fait aucune recherche sur Napoléon et que du coup il s'était permis de faire un petit peu n'importe quoi. Une des scènes qui a fait le plus polémique, c'est bien sûr la scène où Napoléon fait une Michael Bay sur la pyramide de Gizeh, alors que c'est un petit peu de notoriété publique que Napoléon il respectait énormément la culture égyptienne et tout. C'est même un truc qui est dans le film, parce qu'il y a une scène où il est face à une momie d'un pharaon, d'un grand conquérant et tout, et tu te dis ouais non c'est même pas cohérent avec ce que tu racontes, quoi. Mais voilà, il y a eu toute cette polémique sur ah là là, le film il respecte pas la vérité historique et tout, et certaines personnes qui ont dit ouais vous savez c'est un film, c'est pas obligé de respecter l'histoire, il peut se permettre des petits délires et tout. Alors
Pour n'importe quel autre réalisateur, j'aurais été d'accord. Oui, on devrait avoir le droit de jouer un petit peu sur l'histoire. Il y a beaucoup d'excellents films qui ont toujours surdramatisé le réel ou l'ont exagéré pour faire des exercices de style intéressants. Il y a des tas d'exemples de ça. Je suis pas fan de 300, mais j'avoue que c'est un très bon exemple de on peut faire une version stylisée de l'histoire. Mais dans le cas de Ridley Scott, ce gros con qui a gâché ses derniers films avec sa putain de vérité historique et son pseudo-réalisme qu'il impose dans les 10 commandements et Robin des Bois, qui est en mode regardez je suis un vrai artiste parce que je montre une version réaliste du truc, ce mec là n'a pas le droit de nous faire maintenant le coup de ouais j'ai fait aucune recherche je m'en fous. Et surtout j'ai envie de dire bah pourquoi tu fais un film sur Napoléon si tu t'en fous de Napoléon? Moi ça me paraît le minimum syndical qu'on se renseigne quoi. Je veux dire même Bryan Singer quand il a fait le premier film X-Men il s'était renseigné sur X-Men avant de faire un film là-dessus. Et pourtant il y connaissait rien avant mais il a fait un effort lui. Pourquoi toi tu refuses de faire cet effort? Oh mais ça c'est le boulot des scénaristes. Ouais mais mec toi aussi t'es censé savoir ce que tu racontes à travers ton image. Preuve en est tu racontes n'importe quoi avec Napoléon qui attaque la pyramide sans bonne raison. Et surtout ce qui est assez fascinant dans ce film c'est que on se retrouve un petit peu avec le même problème de House of Gucci. Le fait que clairement scénaristiquement on a fait une tentative de satire sur Napoléon. Genre je suppose que les scénaristes ont écrit à un moment qu'ils tirent sur une pyramide, voilà, juste pour faire un truc un petit peu débile. Mais t'as aussi la scène où il arrive à s'emparer de la Russie et il arrive sur un trône envahi de caca d'oiseaux, tu vois. Donc ok, il y a une tentative de se rabaisser un petit peu Napoléon. Il y a toutes les scènes de baise avec sa femme qui sont ridicules, voilà. Donc ok, donc t'es censé ridiculiser Napoléon. T'as d'autres scènes un petit peu par-ci par-là où tu vois que ça sert à rabaisser le personnage de Napoléon. Mais de l'autre côté, il est mis en valeur quand il gagne une bataille. De l'autre côté, on montre ça de façon ultra réaliste. De l'autre côté, on a ce filtre grisâtre nul à chier qui est censé donner un ton pessimiste, dramatique et tout. Et t'es genre, mais qu'est-ce que tu nous racontes là en fait, Ridley? Qu'est-ce que c'est nous raconter avec Napoléon au juste? Et du coup, t'as le même problème que House of Gucci, le fait qu'il sait pas si ça doit être une satire ou un film sérieux, dramatique, quoi. Ce qui fait qu'au final, il raconte rien, quoi. Il est toujours entre deux chaises et il fait rien. Et au final, tout ce qu'il nous raconte sur Napoléon, c'est pas des trucs qu'on savait déjà, en fait, c'est qu'il les raconte pas de façon très intéressante. Voilà, il y a Yannick Dahan qui avait sorti la parfaite phrase, c'est vraiment la version Wikipédia de Napoléon, et ouais, c'est ça, mélangé avec quelques blagounettes de la propagande anti-Napoléon qu'il y avait à l'époque. Je suis même sûr que le coup de Napoléon qui détruit une pyramide, ça vient de là. Et même la relation entre Napoléon et sa femme, c'est genre, ok, il la trompe, mais en même temps, elle peut pas vivre sans lui, mais en même temps, elle dit, tu n'es rien sans moi. Et de l'autre côté, ils sont quand même réellement amoureux au point que on essaye de rendre romantique son retour en France quand après s'être fait bannir et qu'il essayait non seulement de reconquérir la France, mais aussi sa femme et tout. Mais genre, qu'est-ce que tu racontes là au bout d'un moment? Non, et puis dès que la femme est morte, c'est bon quoi. Il retourne à un automatisme. Voilà ce qui s'est passé pour de vrai dans l'histoire. Et il meurt de vieillesse sur une île dont j'ai même pas vérifié le nom parce que je m'en fous de Napoléon en vrai. Vraiment, il y a cette tendance chez Ridley Scott de vouloir être considéré comme un grand réalisateur en faisant que des trucs que font les autres grands réalisateurs, genre faire un film sur les 10 commandements, faire un film qui remet en question des mythes, faire un film sur Napoléon, un truc que même Kubrick n'a pas réussi à faire. Mais déjà, ce mec, il a pas compris deux choses. Un, comme l'a très bien dit Yannick Dahan, il est déjà considéré comme un grand réalisateur. Il a fait Blade Runner, il a fait Alien, il a fait Thelma et Louise. C'est même maintenant qu'il est en train de pourrir sa carrière, à essayer de prouver qu'il est un grand réalisateur, ironiquement. Mais surtout, deuxièmement, il a pas compris que ce qui faisait de grands réalisateurs, c'est pas faire un film sur tel sujet avec tel style, mais faire un film avec compétence, faire un film avec une idée, avec une vision. Mais il y a jamais de vision dans ces films, c'est juste oh on m'a dit que c'était comme ça que ça se passait, donc ça se passe comme ça. Et ça fait que ces films sont juste chiants. Non, par contre, un truc que j'ai pas vu beaucoup de critiques évoquer, et en même temps faut dire voilà, il y a pas beaucoup de critiques à qui ça aurait parlé, mais moi ça me parle beaucoup parce que je suis corse, voyez-vous, et pour une fois on a une adaptation de l'histoire de Napoléon qui explore un petit peu le fait qu'il est corse, mais de façon un petit peu coconne, tu vois. À savoir que chaque fois que Napoléon gagne une grande bataille ou subit une grande défaite, et ben t'as un chant corse qui commence à arriver. Et moi, comme je suis corse, je sais ce que racontent ces chants, et je suis genre, t'es sérieux du con? Tu mets ça là? Déjà que la plupart de ces autres choix musicaux sont un petit peu anachroniques, mais là c'est même pas dans le thème quoi. Et du coup c'est
hilarant d'entendre ces chants-là durant ces moments ultra sérieux qui sont en mode « Regardez comme je suis intelligent, je mets une musique qui appartient à une culture spécifique pour représenter ce personnage !» Alors que du compte, c'est à peine du niveau de ceux qui font des reprises de Ballad House que tu fais, quoi. Tu sais même pas ce que ça raconte, cette chanson. Je sais pas, peut-être qu'il y a des compatriotes corses qui diront « Oh non, c'est pertinent l'utilisation de cette chanson !» Mais en même temps, je connais aucun compatriote corse qui serait prêt à défendre cette daube, voilà. Que ce soit ceux qui détestent Napoléon ou ceux qui adorent Napoléon, je pense que ça, personne ne dira des bonnes choses sur ce film, quoi. Donc ouais, c'est peut-être pas aussi rageant d'incompétence que le dernier duel ou quoi, mais c'est quand même pas mal incompétent comme film, quoi. Franchement, Ridley, arrête d'essayer de convaincre les gens que t'es un grand réalisateur. Clairement, t'es le seul à essayer de convaincre là. En numéro 10, le film le plus drôle de l'année. Oh non, vraiment, vraiment, je l'ai vu avec des potes et on était morts de rire tant c'était débile. Hypnotique de Robert Rodriguez. Et tu vois, ce film, c'est un petit peu la consécration de la carrière de Robert Rodriguez. Parce que tu vois, Robert Rodriguez, c'est le mec qui essaye de faire des films à la Greenhouse, voilà, les nanars et séries B de son enfance, et qui essaye de capturer l'essence de ces films qui étaient si charmants et drôles et tout, et qu'il a mis ça dans toute sa filmographie, hein, que ce soit les Spy Kids, les Desperados, même les films de Greenhouse qu'il a fait avec Tarantino et tout. Mais à chaque fois, il trahissait sa véritable attention. À chaque fois, tu voyais, ouais non, tu es conscient que tu fais un film de merde et tu le fais exprès à ce stade, du coup c'est pas drôle. Et là, après des années à expérimenter, il a enfin réussi. Il a enfin réussi à faire un nanar hilarant. Ce film, c'est Inception fait par un débile. Alors mais vraiment, on était mort de rire déjà de la façon. Déjà, faut dire, il y avait un petit voyage émotionnel sur ce qu'on découvrait sur le concept du film. Ok, donc au début du film, voilà, c'est juste Ben Affleck qui joue le cliché du flic désabusé qui a perdu un enfant et tout, et qui se réfugie dans l'alcool, le travail et les vices chez le psy et tout, et qui se retrouve à poursuivre ce mec qui est capable d'hypnotiser des gens. Alors déjà, cette partie-là, la partie hypnose, à peine le mec il dit un mot, boum, les mecs ils commencent à se tirer dessus, quoi. C'est genre à ce point-là. Au début du film, tu te dis ouais non, c'est la suggestion, c'est des signaux, c'est des trucs qui déclenchent, etc. Mais là tu vois les deux mecs et tu te dis non, c'est pas possible, là il a juste des super pouvoirs là. Et là plus le film avance et plus le Ben Affleck commence à aller voir une spécialiste des pouvoirs psychiques, médium, qui a une boutique à la con au coin de la rue, quoi. Et là elle commence à te dire parmi nous il y a des gens qui ont des pouvoirs extraordinaires, genre oh putain le con il va nous faire X-Men. Et ça commence à développer cette histoire d'organisation de mecs capables d'hypnotiser les gens, qui contrôlent le monde en secret et tout. Ça devient de plus en plus n'importe quoi. Il te fait même des scènes où le décor commence à devenir n'importe quoi comme Inception, justement, parce que oh il commence à jouer sur les perspectives du mec. Et là t'as un moment où Ben Affleck découvre qu'il a lui aussi des pouvoirs hypnotiques. Donc t'as ce plan magnifique de Ben Affleck qui fait genre j'ai le pouvoir de scalaire. Ça sort de nulle part, mais d'accord. Et là, plus il continue à enquêter sur ce qui est arrivé à sa fille et tout, et il découvre qu'en fait, sa fille, c'est le nouveau prodige, c'est la psychique la plus puissante de l'univers et tout. Il y a des tas de twists et de jeux de mots à la con, et tu te rends compte, mais putain, mais ce film est vraiment débile. Et là, arrive ce moment magnifique où tu découvres que, en fait, depuis le début, Ben Affleck, il était pas flic, il était en train de se faire hypnotiser par une dizaine de mecs avec ses super pouvoirs et qui voulait en réalité qu'il révèle où se trouve sa fille qu'il a planquée pour la protéger. Et genre what the fuck. T'as cette scène géniale où ils découvrent cette espèce d'entrepôt où ils ont fait leur truc d'hypnose, et tu vois que depuis tout à l'heure la banque où ils croyaient être, en fait c'était juste deux bouts de bois avec marqué dessus banque. Le fait qu'il y ait marqué banque sur le truc, mais what. Et à partir de là ça continue les twists à la con de oh je savais que tu ferais, que je ferais, que je ferais, que tu ferais, que je ferais, que tu ferais, que je ferais. C'est n'importe quoi. Et le pire c'est que tu sens que cette fois il voulait faire un film sérieux, cérébral, à la Inception, comme je le disais, parce qu'il reprend même pas son esthétique toc qui fait la spécificité de Machete ou de Desperado. Non, là il essaye de faire un film, voilà, qui a un petit peu de gueule, qui ressemble un petit peu à ce qu'il avait fait avec Alita, quoi. Il a fait venir un acteur qui est un petit peu connu pour des rôles dramatiques et tout, tu vois, il essaye de faire un vrai bon film, mais il se plante encore plus que quand il essaye de faire des mauvais films, c'est incroyable. Non, vraiment, ce film est nul à chier, mais hilarant. Je le mets quand même dans le flop, hein, parce que putain, ce niveau d'incompétence, c'est pas normal, mais vraiment, j'étais mort de rire devant ce film. Numéro 9, Les Trois Mousquetaires Milady. Ouais, autant le premier était décevant, mais tu vois,
il était mais au pire, tu vois. Il y avait pas mal de défauts, mais tu vois, tu disais au moins ça tient un minimum debout. Milady, ça s'effondre. Parce que déjà, ce sous-scénario de complot contre le roi mené par les protestants, je sais pas pourquoi ils ont tenu à rajouter ce sous-scénario-là. J'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte, mais la deuxième partie du bouquin Les Trois Mousquetaires, elle est un peu chiante, tu vois. Parce que d'abord, on a cette partie un petit peu cool, où les Trois Mousquetaires doivent voyager à Londres et tout, pour récupérer les ferrets du roi, pour protéger la reine d'un complot et tout. Et là, dans la deuxième partie, c'est juste, ouais, règlement de compte avec Nana qui a juste intervenu quelques fois. Certes, il y a le rapport avec les personnages et tout qui est intéressant, mais de l'autre côté, ouais, c'est vrai que c'est moins épique, moins action, moins aventure que ce qui se passe dans la première moitié. Donc ouais, je peux comprendre que ce soit un petit peu chiant que, pour le deuxième film, on a juste ça, quoi. Mais vraiment, la façon dont ils ont essayé de condenser ça, c'était la pire façon, quoi. J'en viens presque à regretter la version de Paul W. Anderson, parce que tu vois, la version de Paul W. Anderson était débile, genre hilarante en c'est débile. Il arrive même pas à bien raconter l'histoire des ferrets, pour dire. Et pourtant, c'est la partie la plus facile, hein. Mais au moins, ce qu'il proposait pour compenser un petit peu une possible suite, c'était un gros enjeu avec une guerre contre Londres qui a des gros ballons de guerre et tout, quoi. Là, le truc qu'il propose pour compenser le manque d'action dans le 2, c'est un complot pour tuer le roi. Donc déjà, ça plombe un petit peu le premier film en mettant un climax de merde qui avait pas besoin à la fin du film, où la fameuse fête où la reine devait avoir ses ferrets, maintenant ça devient une visite à l'église, genre elle avait besoin de ses bijoux pour aller à l'église, sérieux. Et où on essaye de tuer les rois avec cette organisation qui se passe en scénario B, là j'ai pas compris. Mais là maintenant c'est l'enjeu principal. Tout le film c'est combattre ces gens qui complotent contre le roi maintenant. Sauf que les gens qui complotent contre le roi, c'est pas le cardinal et c'est pas Milady, parce que ce serait pas cohérent. Le cardinal il veut pas se débarrasser du roi, il veut se débarrasser de la reine pour être le seul à influencer le roi. Au contraire, il va pas devenir roi à la place du roi, cet imbécile. Donc du coup, le cardinal aussi essaye de faire déjouer ce complot, et Milady aussi essaye d'arrêter tout ça. Donc du coup, les mousquetaires et les hommes du cardinal bossent ensemble en vrai. Est-ce que tu crois qu'à un moment ils vont se rendre compte et se dire, bon ok on s'aime pas mais on doit collaborer ensemble pour combattre cet ennemi? Non, ils continuent à se tirer dans les pattes, ces imbéciles. Même la capture de la nana de D'Artagnan, j'ai oublié son nom là, dans le bouquin, c'était voilà, tu commences à nous faire chier D'Artagnan, on kidnappe ta copine pour te garder sous contrôle parce que tu commences à nous faire chier là. Mais là dans ce film, non, en fait on l'a kidnappée pour la protéger en fait. Parce qu'en fait elle a été témoin d'un truc important qui révèle l'identité de la personne qui complote contre le roi. Donc du coup c'est de notre intérêt à tous de la garder en vie, donc du coup on la protège. Mais attendez, mais du coup vous êtes dans le même camp, mais du coup vous pouvez pas juste expliquer ça à D'Artagnan, genre, hé mec, c'est moi qui ai sauvé ta copine, tu peux me foutre la paix un peu? Mais non, ils disent rien ces abrutis. Donc du coup D'Artagnan, il va les poursuivre et foutre la merde. Et au final ces imbéciles ils font tellement de la merde que du coup c'est à cause de ça que la copine de D'Artagnan crève. Ouais, là c'était pas Milady qui voulait se venger de D'Artagnan en tuant sa copine, non, là c'est juste la copine de D'Artagnan qui voulait sauver Milady parce que elle a compris qu'ils sont un petit peu dans le même camp. Et ça se fait dans une situation où les hommes du duc sont débiles et se posent pas la question, mais la nana qu'on a enfermée dans ce cachot, elle a changé de visage, de voix et de taille, on s'en fout, on va la prendre quand même, et c'est comme ça qu'elle crève. Et du coup le combat final contre Milady, il a même plus de force émotionnelle parce que c'est même plus un D'Artagnan fou de rage qui veut venger sa bien-aimée. Non, c'est juste, oh merde, ta copine est morte parce qu'elle voulait m'aider, bah c'est con. Voilà, vous avez foutu en l'air le scénario de cette partie du bouquin. D'accord, c'était pas la meilleure partie du bouquin, mais vous l'avez rendu encore pire. Mais le pire c'est que Milady elle est pas plus développée dans ce film là que dans le premier, quoi. Je crois qu'elle a autant de temps d'écran, quoi. On essaye un petit peu de l'humaniser en montrant que finalement c'est une femme bafouée et tout, mais ça commence à mener des messages un petit peu bizarres, quoi, tu vois. Genre ça fait un petit peu des mousquetaires et de D'Artagnan, des mascus qui combattent une espèce de féminazie manipulatrice qui utilise le féminisme pour vaincre ses ennemis et tout. C'est bizarre. Qu'est-ce que vous essayez de raconter là? C'est un peu limite là. Et les scènes d'action sont voilà quoi, en termes de mise en scène ils sont pas du tout renouvelés. Bon, c'est vrai que ils ont tourné ces deux films en même temps, donc forcément ils n'allaient pas énormément se renouveler. Mais tu vois, tous les autres films qui sont tournés en deux parties, ils ont fait en sorte de quand même garder des identités visuelles différentes pour les scènes d'action. Mais là, non, c'est un petit peu toujours ce plan séquence sur le vif avec la caméra qui remue tout le temps et tout, et qui commence à devenir chiant à force, hein. Autant dans le premier film tu disais ah ouais c'est sympa l'exercice de style là, ça pas grand chose mais ok. Mais faire ça dans le combat final entre D'Artagnan et Milady, c'est genre mais
Voilà quoi, t'es juste pas dedans quoi, tu arrêtes pas de garder une distance sur les personnages alors que l'émotion est au cœur du truc quoi, et bah non tu ressens rien quoi. Mais le pire, là où vraiment j'étais en mode va te faire foutre film, le film ça finit sur un cliffhanger. Qu'est-ce qu'il y a à raconter après? Bon oui, je sais qu'il y a un truc avec le fils d'Athos qui continue dans un autre bouquin et tout, mais ce film devait se concrétiser en 2 parties, il devait pas y avoir de 3e film ou quoi? Non, il y a rupture d'accord là, je suis désolé film, tu m'as pris pour un con là. Et ouais, ça se finit sur un cliffhanger où Milady est toujours en vie et a kidnappé le fils d'Athos là. Et genre, mais non, je m'en fous à ce stade. Moi on m'avait dit qu'on ferait que 2 films, j'ai eu 2 films, moi j'en ai marre, je veux pas voir un 3e film là. Le Hobbit, au moins on m'a prévenu en avance que finalement les 2 films allaient être 3 films. Mais là tu me prends en traître. Même ton sous-scénario de merde sur le complot contre le roi, tu l'as conclu. Donc littéralement tout ce qu'il a raconté, c'est Milady qui se casse avec son gosse quoi. Et je parle pas des autres sous-scénarios qui vont un petit peu nulle part. Que ce soit le sous-scénario avec Porthos et Aramis qui en a marre que sa sœur ait une vie sexuelle apparemment. Ou le truc du frère d'Athos là. Le mec est à peine un personnage pendant plus de la moitié du film et tout d'un coup je suis censé en avoir quelque chose à foutre quand il va sauver son frère, bon ok Et toutes les situations débiles qui risquent leur carrière de mousquetaire, tout ça aurait pu être réglé si encore une fois ils communiquaient entre eux quoi. Bande de cons, on est dans le même camp, c'est si difficile que ça à dire. Non franchement le renouvellement des films de genre à la française, non c'est pas avec les mousquetaires que ça se fait hein. Ça se fait plus avec ce Mars Express qu'avec ce truc hein, je suis désolé hein. En numéro 8, nous avons Shazam, la rage des dieux. Alors déjà, le premier Shazam était correct, tu vois. Je vais pas dire que c'était un bon film non plus, c'est pas une daube non plus, mais tu vois, dans ce qu'il essayait de faire, voilà, avec cette histoire de gamin orphelin qui veut retrouver sa mère, mais qui en même temps se retrouve avec des pouvoirs de super-héros et qui se retrouve dans le corps d'adulte et en profite un petit peu, voilà. Il y avait un truc, tu vois, et c'était un petit peu un équilibre casse-gueule entre les 2 tons, quoi. Genre, il faisait un petit peu trop de comédie qui gâchait un petit peu les parties sérieuses du film. Mais là, non, là, c'est la pantalonnade qui, à un moment, devient ultra dramatique parce que le personnage principal meurt, mais finalement, on règle tout par un caméo rigolo. Donc, vraiment, on prend plus rien au sérieux dans ce film de merde. Genre, on se plaint de Star Wars et de Marvel qui ressuscitent tout le temps des personnages, mais putain de merde, celui-là il ressuscite le personnage de Jim Olsen sans aucune raison quoi. Parce que vraiment à quoi il sert dans ce film là quoi. Il est même pas un mentor très intéressant, il a même pas une personnalité très développée, les quelques mots de sagesse qu'il apporte sont beaufs. Il y a des moments où le film essaye d'être un petit peu généreux en termes de visuel, mais malheureusement ils ont balancé les visuels les plus intéressants dans la dernière bande-annonce parce qu'ils étaient désespérés que les gens aillent voir ce film. Et je parle pas aussi de toute la partie où Dwayne Johnson a foutu la merde parce qu'il a refusé que Black Adam, le personnage qu'il a décidé de voler pour lui tout seul, soit mêlé à Shazam 2, hein, au point d'interdire les personnages secondaires de Black Adam d'apparaître dans Shazam 2, à ce point, et c'est juste, voilà quoi, c'est juste une énorme perte de temps ce film. Surtout qu'avec tout ce bordel avec la ville qui se fait prisonnière et tout, au final on se retrouve un petit peu dans le même statu quo que le premier film. Genre on n'a pas évolué à ce point quoi, malgré tout ce qu'on a accompli, malgré les tentatives d'évolution de personnages par-ci par-là, non, nulle part. Ça plus le fait que ouais, ça commence à devenir un petit peu absurde cette histoire de gosse qui devient adulte grâce au pouvoir de Shazam, parce que là il commence à devenir un petit peu adulte là, genre le héros principal je crois qu'il est majeur maintenant et celle qui joue Miss Shazam, littéralement elle a même plus une actrice pour la jouer adulte, elle se joue elle-même adulte maintenant. Et je parle pas des sous-scénarios avec les personnages secondaires qui sont là juste pour être rigolos ou le coup des licornes, tu vois, ça aurait pu être drôle si c'était un peu mieux dosé, un peu mieux préparé, un peu... Parce que littéralement, là, c'est au plein milieu du climax, t'as nos personnages secondaires qui sont genre pour combattre les monstres, il faut qu'on trouve une licorne selon tel bouquin qu'on a trouvé au pif. Et t'as Jim Olsen qui commence à dire les licornes sont les créatures les plus vicieuses et maléfiques du monde. Et tu vois, ça aurait été drôle si avant ça, t'avais un petit peu préparé le lore sur les licornes en laissant imaginer que non, en fait, c'est les créatures magiques qu'on imagine, quoi. Là, à la limite, ça aurait été rigolo d'entendre Jim Olsen parler de ça quoi. Et ils arrivent à convaincre les licornes de les aider parce qu'ils ont des Skittles. Oui, c'est le pire placement produit pour des bonbons que j'ai jamais vu de ma vie quoi. Le monde est sauvé par les Skittles quoi. On est où là, dans Révolution là? Tu vois, je rigole même pas avec le film, je rigole du concept même qu'ils ont essayé de faire avec ce film. Non, franchement, ça se voit qu'ils avaient aucune direction, qu'ils savaient pas quoi faire avec Shazam 2 parce que la suite logique, c'est une confrontation contre Black Adam et on peut pas le faire confronter à Black Adam parce que Dwayne Johnson est con. Donc du coup, on est obligé d'improviser un autre scénario où il y a encore une fois des méchants surprises, etc. Et
ça va nulle part, quoi. Ça va dans toutes les directions et ça va nulle part. Numéro 7, Jeanne du Barry, qui est un film qui, plus j'y repense, plus je déteste. J'avoue, le film, il part mal, parce que déjà, de base, j'aime pas l'univers Versailles avec ce genre de robes, de perruques, de tenues et tout. J'aime pas ce milieu, j'aime pas cette époque et tout. Donc voilà, je suis désolé, mais chaque fois que je vois ces gros cons avec leurs costumes ridicules à faire la fête et à profiter d'esclaves, oui, littéralement. Chaque fois que je vois ça, moi je pense à la magnifique image d'une guillotine. Je suis désolé, je suis comme ça. Voilà, je suis français, voilà. Mais aussi, ok. On va pas trop parler de l'affaire Depp Heard, hein, mais partons du principe que Depp ne soit pas l'horrible connard qui a été révélé dans les documents qui ont été rendus publics dernièrement sur cette affaire. Imaginons que Depp est réellement la victime dans cette histoire. Ça change pas le fait que cette conne de Maïwenn a engagé Johnny Depp juste pour provoquer. Alors, littéralement, il n'y a aucune autre raison de faire venir Johnny Depp, acteur américain, dans le rôle du roi de France. Ça a pas de sens, tu vois. C'est pas comme s'il avait un jeu particulier que aucun autre acteur ne pouvait faire parce que il joue pas dans ce film. Parce que oui, cette conne, elle a oublié, c'est pas Amber Heard qui a détruit la carrière de Johnny Depp, c'est Johnny Depp qui a détruit la carrière de Johnny Depp. Parce que Johnny Depp, ça fait un moment qu'il a arrêté de jouer dans ses films, hein. On est obligé de lui mettre une oreillette à l'oreille pour qu'on lui dise son texte. Mais aussi, il est devenu incroyablement pas professionnel et fouteur de merde sur les tournages, quoi. C'est le 3e tournage où il fout la merde, là, en fait. C'est pour ça qu'on fait plus de films avec lui. Ça, plus le fait que le public en avait marre de Johnny Depp en général, et ce, bien avant qu'on parle d'Amber Heard. Parce que Lone Ranger et les critiques autour de Johnny Depp jouent tout le temps le même personnage, ça existait bien avant, hein. Et surtout, voilà, quoi. Le roi de France, il a un accent américain durant tout le long. Si au moins cette conne, elle avait fait venir Bruno Choël pour redoubler Johnny Depp par-dessus, pour qu'on ait la voix que tous les Français associent à Johnny Depp, et qu'on ait un roi de France qui a pas d'accent américain, ne serait-ce que ça, et qu'au moins on essaye d'apporter un minimum d'émotion à ces dialogues de merde, quoi, au moins ça, quoi. Mais non, on garde la vraie voix de Johnny Depp, on garde son accent américain, et du coup, à côté de tous ces autres personnages qui n'ont pas du tout d'accent, tu te poses... ça te sort du film, quoi, tu te poses la question, pourquoi c'est le seul qui a un accent américain, tu vois. Dans un film comme Napoléon où tous ces personnages français parlent anglais avec l'accent britannique ou américain, là tu te dis ouais non c'est un film américain donc forcément faut faire un petit peu de suspension d'incrédulité que ces personnages qui parlent anglais sont en réalité français, tu vois. Mais là non, ils parlent tous français, mais Johnny Depp parle français mais il a quand même cet accent américain, donc du coup tu te poses la question pourquoi il a cet accent. Et le reste du film... ça raconte rien, quoi. C'est juste cette nana qui est tellement belle qu'elle a séduit le roi d'un simple regard. Ouais, c'est pas du tout ultra égocentrique de se donner à soi-même ce rôle-là, d'ailleurs, Maïwenn, hein. Mais vraiment, la quasi-totalité du film, c'est « Oh, regardez comme c'est cool d'être dans la cour du roi. Regardez comme c'est cool d'être la maîtresse du roi. Oh, j'ai des tas de robes, je peux m'habiller comme je veux. Je peux envoyer se faire foutre le reste de la cour royale et tout. » Et putain, la cour royale, quoi. C'est les petits bourges, là, qui arrêtent pas d'être choqués. Oh, elle a les cheveux détachés, mais guillotine, s'il vous plaît, guillotine. Et vraiment, ce film, ça s'arrête à ça, quoi. Regardez les belles robes et les moments romantiques. Romantiques, là, la romance est ultra fade, ils ont aucune alchimie parce que Johnny Depp arrêtait pas de foutre en l'air son tournage, d'être désagréable et qui fait aucun effort pour jouer. Et Maïwenn, je suis désolé, Maïwenn, elle fait de son mieux, mais elle a un talent limité en tant qu'actrice, faut le dire. Bah, je suis désolé, mais la romance, elle marche pas. Et quand tout un film se repose sur ça, je suis désolé, mais ça marche pas. Mais vraiment, le fait que tout le film, ça repose sur regardez comme elle a de la chance d'avoir une belle robe, regardez comme c'est la belle vie à Versailles et tout. Genre ouais, c'est vraiment la meilleure période du monde pour dire hey, regardez comme c'est cool d'être privilégié là. Connasse. Surtout que le personnage de Jeanne de Barry n'est même pas... elle a même pas une personnalité très développée et tout, c'est juste... c'est censé être un petit peu l'avatar du public cible qui est censé être émerveillé d'avoir des belles robes et des beaux bijoux et un bon amant et tout, et je suis genre mais... c'est 50 nuances degrés que tu nous fais là, c'est un porno pour bourgeois que tu nous fais là. C'est 50 nuances degrés mais avec les robes de Versailles à la place du BDSM que tu nous fais. Et elle devient pas plus agréable quand le roi lui offre un esclave noir de 10 ans, hein. Oui, c'est pas du tout remis en question ou quoi, ça critique même pas le milieu, ça essaye même pas de commenter sur l'époque et sur les implications et tout. Les quelques moments où on aurait pu avoir un développement de personnage, par exemple quand, je crois que c'est une de ses filles ou une de ses nièces, je sais plus, commence à être dans une crise psychologique et qu'elle est obligée de se retirer et que le roi se retrouve un petit peu en dépression, tu te dis, ah, peut-être un enjeu dramatique, peut-être quelque chose qui va essayer d'explorer certains aspects de ses personnages et tout. Non, c'est expédié par un narrateur vite fait, on s'en fout. Non, le plus gros enjeu, c'est la reine qui dit pas bonjour à Jeanne de Barry.
C'est littéralement ça le pire enjeu, c'est ce qui se règle avant le 3e acte dans ce film, mais bordel! Ah non mais je suis désolé, mais je peux pas supporter cette merde. C'est vraiment porté par un ego de merde, par un fétichisme de la bourgeoisie et des privilèges. T'as rien à raconter, tu veux juste de la péter en mettant des jolies robes et en faisant une romance avec Johnny Depp. C'est juste chiant. Ça t'amuse peut-être, mais moi je trouve ça chiant. Au fait, avant Johnny Depp, le rôle du roi a failli revenir à Gérard Depardieu. Elle a un truc pour défendre les mecs toxiques, non hein? Depp, Depardieu, Polanski, Besson, j'en parle même pas, le mec qui l'a groomé, elle le défend encore là. Non ouais, tu vois, autant j'aime pas Police, mais au moins il y avait un minimum de compétences, au moins il y avait une tentative de faire un portrait, de raconter quelque chose et tout. Mais là, tu me fais le portrait d'un personnage qui a pratiquement aucune personnalité et qui se contente juste de profiter de la vie à Versailles quoi. C'est genre... je m'en fous quoi. Oh là là, la pauvre, à la fin le roi meurt et du coup elle perd tous ses privilèges et est obligée de vivre dans un couvent. Mais je m'en cogne. Bienvenue dans le monde réel où les gens ont pas de privilèges. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, conclusion de cette partie sur Jeanne du Barry. Guillotine s'il vous plaît. Numéro 6, Saw 10. Cette licence veut toujours pas crever, bordel de merde. Surtout que là, la tentative de Chris Rock était tellement ratée que du coup, ils reviennent aux bases. Ils font revenir Jigsaw, ils font même revenir Amanda. Donc ce film se passe entre le 2 et le 3, ou peut-être un petit peu avant le 2, c'est pas très clair. Oublie complètement que les deux ont pris 20 ans dans la gueule. Mais surtout, là... qu'est-ce qu'on s'en fout de cette histoire sur Jigsaw qui se fait arnaquer par des docteurs en ligne et qui décident de se venger en leur faisant faire un jeu et tout, genre... qu'est-ce que ça apporte de plus à la mythologie, genre... Ça fait que répéter ce qu'on savait déjà, c'est... oh, que ce gros con de serial killer qui prétend ne pas tuer, mais je suis désolé, tu les mets dans des pièges, tu les forces à devoir se scarifier pour survivre, si tu les tues et tu les tortures. Il y a un truc qui s'appelle non-assistance à personne en danger et provocation volontaire d'accident. Arrête de prétendre du con, j'en ai tellement marre de sa philosophie à la con là. Mais voilà, on savait déjà que c'était un taré, on savait déjà que c'est un mec qui adore se venger des personnes qui l'ont foutu dans la merde, on sait déjà qu'il a un cancer et qu'il peut pas le guérir, hein. On sait que ces scénaristes de merde n'arrivent pas à se passer de Jigsaw parce que c'est littéralement le seul personnage un petit peu développé dans cette licence de merde, et qu'en même temps ils sont coincés parce qu'il est mort depuis 7 films. Et les pièges quoi, ça fait longtemps que l'absurde de ces pièges a dépassé la logique quoi. T'as même un piège qui arrive pas vraiment parce que ça se passe uniquement dans la tête de Jigsaw. Genre vraiment, t'as une scène complète de 5-6 minutes sur un mec qui essaye de se sortir d'un des pièges de Jigsaw, mais finalement ça arrive pas vraiment parce que c'est juste lui qui s'imagine un truc dans sa tête quand il voit un infirmier sur le point de voler quelqu'un mais finalement pas le faire. Puis je suis désolé, je prends pas ça au sérieux que le grand intelligent Jigsaw manipulateur qui a l'habitude de piéger des arnaqueurs et tout se fasse avoir par un truc aussi gros quoi. Et surtout on se retrouve un petit peu dans cette situation de merde où le psychopathe se révèle être le héros justicier Punisher-like de l'histoire quoi. Mais genre mais... sérieux, on en est là quoi, on est en train de faire de Jigsaw un super-héros maintenant. Et puis certains pièges sont juste débiles quoi, je veux dire, la scène où t'as la nana qui est accrochée par le bras avec une chaîne qui la tient un petit peu au sol aussi pour qu'elle soit pile devant une espèce de sèche-cheveux géant qui la crame et où on lui donne juste de quoi se découper un membre pour s'en sortir de là. Tu crois qu'elle aurait l'intelligence de se découper le bras pour être complètement libérée de ce sèche-cheveux géant? Non, elle écoute l'autre connasse qui lui dit de se couper la jambe d'abord pour je ne sais quelle raison. Donc elle le fait cette abrutie. Donc au lieu de juste se couper le bras, elle se coupe le bras et une jambe, cette idiote. Même la mise en scène de Jigsaw, le fait que tous les pièges se passent finalement dans une salle où tous les personnages peuvent se parler entre eux et tout, et que dès le début Jigsaw se révèle à visage découvert, dit pourquoi il fait ça, pourquoi il veut les punir et tout, et qu'après il va dans son espèce de régie et fait venir la marionnette et les appels à la radio et tout, et c'est genre mais à quoi ça sert à ce stade? Ça servait dans les autres pièges parce que t'essayais de garder le mystique et de conserver ton identité, mais là tout le monde s'est quitté quoi. Non vraiment putain. Et en plus il y a un 11e qui arrive cette année je crois et j'en ai marre. J'en ai marre de ces films de merde. Surtout j'ai encore plus de peine pour l'acteur qui joue Jigsaw quoi, qui est clairement un acteur qui a du charisme et qui sait bien jouer et tout, et qui se retrouve coincé dans ce rôle parce que c'est littéralement le seul truc un petit peu lucratif qu'il a eu dans toute sa carrière, et qui est obligé de subir encore et encore ces mêmes scénarios débiles là, alors que je suis sûr qu'il pourrait jouer d'autres rôles intéressants quoi. Qu'est-ce qu'il a fait après ça? Genre il a joué un méchant dans la série Flash, voilà, il a juste fait la voix. Osef un peu hein. Non vraiment,
faut que la série arrête, quoi. Ça fait plus de 20 ans que cette licence est une blague, faut que ça s'arrête maintenant, hein. C'était une blague bien avant qu'un des épisodes s'appelle Saucisse, quoi. Numéro 5, The Flash. J'ai passé plus d'1 heure et demie à expliquer tout ce qui va pas dans ce film de merde, donc je vais juste vous inviter à revoir la vidéo, voilà, la version complète est sortie d'ailleurs. J'ai déjà dit tout ce qu'il y avait à dire, j'ai déjà tout dit de ce qu'il y avait à dire sur ce film de merde, donc ça sert à rien que je me répète. Numéro 4, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Celui-là, quelque part, je voulais y croire, ce film, parce que ce film, ça aurait pu être le film du renouveau pour la licence live-action Astérix après les catastrophiques Jeux Olympiques et au service secret de Sa Majesté, tu vois. Parce que voilà, Guillaume Canet, voilà, c'est pas un mauvais réalisateur habituellement, il a prouvé qu'il avait du talent dans ses précédents films. Mais c'est là que tu te rappelles, oui, ses précédents films, c'était des drames, c'était pas des comédies. Et tu vois, enfin remplacer Gérard Depardieu, c'est pas plus mal, quoi. Gilles Lelouch, voilà, il se débrouille bien en Obélix, en vrai, hein. Même Guillaume Canet, je suis sûr qu'il aurait pu faire un bon Astérix, mais finalement, ce film de merde, il répète toutes les erreurs de Astérix aux Jeux Olympiques et Astérix au service de Sa Majesté. Déjà, c'est encore un de ces films où, oh, je m'en contrefous d'Astérix, je vais juste faire venir mes potes, leur donner un nom à la con et un costume ridicule, et boum, ils vont faire un film Astérix avec moi, quoi. C'est littéralement ça. C'est le même mépris pour l'histoire et l'univers d'Astérix, juste pour foutre un maximum de célébrités, comme Astérix aux Jeux Olympiques ou au service secret de Sa Majesté. Le mec a foutu sa femme dans le rôle de Cléopâtre, quoi. Déjà, à partir de là, ça part mal. Mais aussi, le fait de faire un scénario original, voilà, ça aurait pu être pas mal, mais finalement, le scénario original, c'est juste Astérix chez les Bretons, mais en Chine cette fois. Donc ouais, ça me rappelle encore plus au service secret de Sa Majesté, super. Où on te fout des personnages chinois qui sont pas toujours joués par des acteurs ou des actrices chinoises, hein. Quelquefois c'est des Vietnamiens ou quoi. Parce que comme au service de Sa Majesté, on profite pas du fait que c'est un film d'aventure à l'international pour aller à l'international. Bon après, oui, voilà, avec le Covid et les situations avec la Chine et tout, oui, forcément ils pouvaient pas aller tourner en Chine. Mais dans ce cas, peut-être ne fais pas passer ton film en Chine. Il y a des tas d'autres bandes dessinées d'Astérix qui méritent d'être adaptées. Astérix en Corse, Astérix en Hispanie. T'es pas obligé d'aller en Chine, quoi, merde. Mais en plus, bordel de merde, arrêtez de donner un arc à Astérix. Le fun d'Astérix, c'est que c'est un personnage qui n'a pas besoin d'arc. C'est le personnage intelligent qui est la voix de la raison, c'est ça l'intérêt d'Astérix. C'est le petit malin qui arrive à se moquer des personnages qui l'entourent. Mais là, non, faut absolument qu'on ridiculise Astérix comme on ridiculise comme les autres personnages. Du coup, Astérix n'est pas supérieur aux autres. Putain, les sous-scénarios qu'on lui donne, quoi. Oh, Astérix a décidé de devenir vegan, mais pourquoi? Pourquoi? Ah, juste pour qu'on puisse se foutre de la gueule des véganes. Vraiment? Tu fais un film sur Astérix, qu'est-ce qu'on s'en colle des véganes? Ouais, merci Guillaume Canet, on espérait voir un film d'Astérix, finalement on a un film de boomer, tu fais chier, hein. Ou encore le triangle amoureux avec Jonathan Cohen, qui décidément plus ça va, et plus j'ai du mal avec Jonathan Cohen, hein. Je me doute qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais moi pour l'instant je l'ai vu dans zéro bon film, hein. C'est peut-être ma faute, hein, mais... mais vraiment, ce triangle amoureux, j'en peux plus, quoi, j'ai juste envie... Personne ne regarde Astérix pour les romances, quoi. Enfin, le là, c'est surtout pour la blague, pour mettre des moments mignons où Obélix est amoureux, quoi, mais sinon on s'en fout des romances dans Astérix. Même Jules César et Cléopâtre, on se concentre sur leur romance alors que ça n'apporte rien au scénario et ça sert juste à faire des blagues de boomer sur oh là là, les femmes, on peut pas les tuer mais on peut pas vivre sans, oh là là. Sans déconner, j'en ai marre, putain, mais j'en ai marre des boomers qui nous foutent en l'air des bonnes comédies comme ça. C'est ça qui tue la comédie, là, vos névroses à la con dont on se cogne, quoi. Même en termes de spectacle et tout, c'est pas spécialement impressionnant. Ils essayent de faire un petit blockbuster avec des figurants, des grands décors et tout, mais la plupart du temps, t'as juste l'impression de voir un épisode de Xena, quoi. Le seul truc qui était un petit peu rigolo, c'est... oui, voilà, j'ai bien aimé Ramzy Bedia dans celui-là. Étonnamment, Ramzy Bedia, il arrive à être surprenamment touchant. En fait, les rares moments où le film fonctionne, c'est quand il essaye d'être un minimum sincère et touchant. La meilleure scène, pour moi, c'est la toute fin, je crois même que c'est après le générique de fin, pour dire, où t'as Obélix et Astérix qui discutent de ce que Obélix va faire maintenant qu'il a une copine qui l'attend en Chine et tout, et Obélix lui dit un truc du genre, ouais, on se mettra ensemble quand on sera plus grand. Et là, t'es genre, t'as ce moment où Astérix se rend compte, ah oui, c'est ça l'intérêt de notre amitié, c'est qu'on est toujours des grands enfants et tout, et du coup, il retourne s'amuser avec lui, et il arrête de nous faire chier avec son véganisme à la con, ça c'est débile, ce scénario de merde, mais au moins tu vois, ce moment-là, là tu sentais, ah peut-être qu'ils avaient le moyen de faire un vrai film mignon sur Astérix et Obélix, mais non, ils ont décidé d'être des boomers et de faire venir leurs potes pour faire des blagues de merde, voilà, vous avez rien appris des précédentes erreurs de cette licence. Bravo. Alexandre Astier, il a fait 2 films pour vous montrer comment faire des bons films Astérix, vous avez rien écouté. Numéro 3, le film que personne n'a demandé mais qui existe quand même,
Expendable 4. Oui, je sais, je suis chiant dans ce flop à pas mettre en numéro 10 Saw 10 et à pas mettre en numéro 4 Expendable 4. Mais bon, je trouvais que c'était un petit peu facile la dernière fois. Je voulais jouer un petit peu avec ça et puis... De toute façon, Expendable 4 est nul à ce point. Parce que déjà, voilà, la phase Expendable, elle est finie depuis longtemps, quoi. Ça fait un moment que la tentative de Stallone de rendre les héros réganiens un minimum cool et montrer leur vrai talent et tout, ça fait un moment que c'est mort et qu'ils sont vite redevenus des blagues en rejouant dans des grosses daubes. Toi, le premier, Stallone, t'es le premier à être retombé la tête la première dans les vieux directs en vidéo merdiques, là, où tu joues un film d'action neuneux, quoi. Donc voilà, tout le monde, que ce soit Statham, Stallone, Schwarzenegger et tout, vous avez déjà tué la phase Expendable en abusant de la sorte. Mais bon, peut-être que en faisant un 4ème Expendable, ils vont se remettre à nouveau sur le devant de la scène et relancer un petit peu une carrière un petit peu digne. Non, clairement, personne voulait revenir, quoi. Déjà, à la base, ils devaient pas faire un 4ème film, ils devaient faire un spin-off féminin, qui est déjà plus intéressant, quoi. Après avoir réuni les héros masculins de films d'action, faites venir les héroïnes féminines de films d'action, quoi. Faites venir Michelle Rodriguez, Angelina Jolie, même Mila Jovovich, ou même Michelle Yeoh, surtout qu'on parlait de ce projet dans une période où sa carrière était un petit peu avide, ou même Sigourney Weaver, Jamie Lee Curtis, quoi. Ouais, faites venir ces nanas-là, quoi. Ce serait trop bien un film qui réunit tout ce monde, quoi. Attends, Jamie Lee Curtis et Sigourney Weaver, le seul film où ils ont fait un truc ensemble, c'est dans une comédie sur un mariage à la con, là. Mais non, ils se retrouvent à faire ce 4ème film parce que... personne ne sait vraiment pourquoi, en fait. Le seul qui clairement est investi par ce film de merde, c'est Jason Statham. Et ça se voit parce que les autres Expendables, ils n'existent pas. C'est juste un film de Jason Statham. Genre, il faut revenir Stallone, qui est là juste parce qu'il est obligé. Il faut revenir Dolph Lundgren parce qu'il a rien d'autre à foutre. Randy Couture parce que, bah, il s'ennuyait, je suppose. Et les nouveaux membres qu'on fait venir... 50 Cent, Tony Jaa, si, Tony Jaa, pourquoi pas. Le mec de Red, ouais, logique, ouais. Andy Garcia, d'accord. Nana Badass tatouée, ouais, je sais pas qui t'es, mais si tu veux, ouais. Et Megan Fox qui... C'est compliqué, Megan Fox, tu vois. Genre, je fais partie de ceux qui prenaient peut-être un petit peu trop de plaisir à la ridiculiser quand elle jouait dans Transformers et dans Tortue Ninja. Je suis le premier à le dire, d'accord. Mais il y a quelques temps, elle a témoigné, voilà, elle a fait des révélations sur comment a été son traitement par l'industrie hollywoodienne. Voilà, le fait que Michael Bay l'a forcé à se sexualiser devant sa caméra alors qu'elle était encore un petit peu mineure. Ou le fait que finalement, c'est pas vraiment elle qui a pas de talent, c'est juste les autres qui la forcent un petit peu à jouer un petit peu le même genre de bimbo qui n'a pas vraiment de profondeur et qu'elle essayait un petit peu de se remettre devant de la scène. Elle avait joué dans une... Je sais pas ce que ça vaut le film où elle a joué, là, je sais même plus le titre. À ce qui paraît, c'est pas si mal, elle jouerait bien dedans, et j'espère que oui, j'espère qu'elle qu'elle a réussi à trouver un projet qui montre un petit peu son talent, mais clairement, ce film qui essaye de profiter de ce renouveau de la carrière de Megan Fox, c'est pour juste la faire jouer encore les mêmes genres de bimbo qu'elle jouait dans Jonah Hex ou dans Transformers. Donc non seulement elle joue mal, non seulement elle est là juste pour porter un pantalon en cuir moulant et avoir des scènes un petit peu sexy, mais en plus, oh putain, la première bande-annonce, là, je me suis un petit peu traumatisé moi-même, parce que Jason Statham et Megan Fox, tu vois, ils ont une grande différence d'âge qui fait que quand je les vois tous les deux dans la bande-annonce en train de discuter de façon familière, je me disais... Est-ce qu'elle joue la fille de Jason Statham et tout? Donc quand elle commence à se battre, je me dis ouais, ça a l'air d'être la fille de Jason Statham qui lui a appris à se battre et tout. Et là elle commence à faire des gaspes sexuels et tout. Genre elle est excitée sexuellement par ce qui se passe. C'est genre... what? Et là il commence à s'embrasser, à se mettre à poil et tout. C'est pas sa fille, c'est ça, putain. Mais ouais, je pensais que c'était sa fille, moi, dans la bande-annonce, parce que, encore une fois, la différence d'âge, quoi. Mais aussi, il était pas avec Charisma Carpenter, là, Cordelia dans Buffy. Qu'est-ce qu'elle devient, elle? Vous l'avez vraiment dégagée comme ça? Mais c'est dommage, elle mérite mieux, quoi, cette actrice. Mais ouais, c'est pas du tout un film Expendable, c'est un film Jason Statham, voilà. C'est le seul à être la star de toutes les scènes d'action, tu vois. Les autres, c'est à peine des supporters, quoi. Tu vois, Stallone, il avait beau se mettre dans le rôle du personnage principal, mais il laissait quand même un petit peu de temps pour les autres personnages, quoi. T'avais Jet Li qui avait ses moments de gloire, tu avais Terry Crews qui avait ses moments de gloire aussi. Oui, il laissait aussi un petit peu de place pour Jason Statham parce que c'était la star un petit peu connue. Il laissait toujours un petit peu de temps pour que les autres personnages aient leur moment, quoi. Là, Jason Statham, c'est tout pour lui parce qu'il est littéralement le seul à vouloir faire un truc et parce que, bah, même putain d'Expendable, il doit parasiter ça pour que ce soit une licence à sa gloire comme il a essayé de faire avec Fast and Furious. On en revient à ce que je critiquais à propos de Dwayne Johnson dans ma vidéo. Puis franchement, là, il y a même pas une réunion intéressante, quoi.
Déjà, la moitié du casting, il a même pas voulu revenir. Il y a pas Jet Li, il y a pas Schwarzy. Bruce Willis, plus personne veut bosser avec lui, mais quand même, quoi. Même Chuck Norris, quoi, j'aurais accepté. Même cette ordure de Steven Seagal, j'aurais dit oui, juste pour la déconne, quoi. Mais merde. Mais non, t'as juste... Tony Jaa, le mec de Red et 50 Cent. Voilà, c'est vrai qu'on attendait 50 Cent dans cette licence, quoi. Même en termes d'action, c'est juste mou. J'ai l'impression de regarder un de ces directs en vidéo nullissime qui s'est retrouvé par erreur sur un grand écran, quoi. Je veux dire, les scènes d'action des précédents Expendables, ils détruisaient des bâtiments entiers, quoi, eux, tout seuls. Là, ils se tapent dessus, ils se tirent dessus dans des couloirs, quoi, c'est chiant. Même le montage est incompétent, genre, le tout début, c'est le groupe des méchants qui attaquent je ne sais quelle ville du Moyen-Orient. Ils font des dégâts et tout, et au milieu de l'action, fondu au noir. On voit sur Jason Statham et Stallone qui font des trucs rigolos au bar et tout, avec un humour pas ouf. Et une fois que ça s'est fait, et bah on retourne où on s'était arrêté sur la bataille au Moyen-Orient, comme si de rien n'était et tout. Et genre, ah oui, vous avez même pas réfléchi à comment le film allait bien s'assembler narrativement et tout. C'est incompétent à ce point, d'accord. Non, vraiment, c'est catastrophique, quoi. Ils auraient pas dû faire ce film du tout. Personne l'a demandé, personne n'en voulait, personne n'était intéressé. Le film s'est planté encore plus que tous les autres films Marvel ou DC où on acclame oh la chute de Marvel et tout. Expendable, on dit rien du tout. Vraiment, Jason Statham, lâche-nous. Voilà, ça nous intéresse plus, on en a marre. Numéro 2, alors c'est là qu'on arrive vraiment au niveau du pathétique, parce que numéro 2, c'est Lady Ballers. Un film dont vous avez probablement pas entendu parler, ce qui est normal parce qu'il n'a pas été distribué en France, parce que c'est une grosse daube distribuée par des gros cons pour qui seule l'Amérique compte. C'est un film produit par le Daily Wire, voilà, le studio de Ben Shapiro, voilà, des gros grifteurs d'extrême droite qui essayent de nous abreuver de fake news et de fausses informations sur les trans qui veulent détruire l'humanité, ou les woke qui détruisent nos films et tout, voilà, ce genre de connards, quoi. C'est aussi eux qui ont produit ce documentaire littéralement illégal de Matt Walsh, à savoir qu'est-ce qu'une femme. Littéralement illégal parce que non seulement c'est de l'incitation à la haine contre les personnes trans, mais aussi ce film contient des images qui ont été prises sans autorisation de personnes trans. Et en plus c'est un film qui est beaucoup plus sexiste que transphobe, parce que finalement ça dit rien du tout sur les trans à part que oh si t'as une pute t'es forcément un homme et c'est comme ça que ça marche. Genre waouh, t'es toujours à cet argument là qu'on a envoyé chier depuis des années, sérieux. Et surtout il ramène tout à une logique naturelle de oh les femmes sont forcément faibles et les hommes forcément forts, et les femmes ont besoin des hommes, c'est pour ça qu'il faut qu'on reste des hommes et des femmes et tout. Mais mec, tu prétends que ton combat contre les trans c'est pour aider les femmes, et de l'autre côté tu les enfonces, t'es débile ou quoi? Eh bien ces cons là ont voulu faire un autre documentaire, toujours sur les personnes trans, mais cette fois dans le milieu sportif. Or pour faire ce documentaire ils avaient besoin de s'infiltrer dans le milieu sportif en se faisant passer pour des personnes trans. Sauf que comme c'est des gros cons qui savent pas ce que c'est la transidentité, ils ont juste cru que mettre une perruque et dire que je suis une femme, ça suffit. Quand ils ont vu qu'ils ont demandé des papiers confirmant une transition de genre officielle, ils étaient genre « Ah !» Bon ben on va faire une fiction à la place. Donc à la place ils ont fait une fiction, une comédie qui essaye de refaire Dodgeball, sauf que l'équipe de losers se fait passer pour des femmes pour infiltrer le sport féminin pour gagner. Donc déjà du con, tu viens de confirmer que le truc dont tu te plains existe tellement pas que t'es obligé de te réfugier dans la fiction pour pouvoir te plaindre de ça, mais surtout comme avec What is a Woman, ces débiles sont plus sexistes que transphobes. Déjà, il n'arrête pas de les confondre avec des dragues, hein, parce que voilà, juste perruque et porter une robe, bum, je suis une femme. Non, c'est pas comme ça que ça marche la transidentité. Mais surtout, tout repose sur le fait qu'ils réussissent parce que ce sont des hommes qui font du sport contre des femmes. Donc comme les hommes sont forcément plus forts, et ben ils gagnent tout le temps dans tous les sports. Et ça devient vraiment débile, genre tu veux me faire croire que le gros tas de muscles arrive à battre à la course des nanas qui se sont entraînées à la course, alors que le mec à la base il est basketteur. Ouais non mec, t'as pas compris comment ça marche la discipline sportive et tout quoi. Vraiment c'est cet épisode de South Park où Cartman se fait passer pour un handicapé mental pour pouvoir participer aux Jeux paralympiques, tu vois. Sauf que ils ont pas compris que la blague c'était que Cartman était un gros con et qu'il perdait toutes ses épreuves justement parce qu'il a pas compris que même malgré leur handicap ils faisaient des efforts physiques qui faisaient qu'ils étaient quand même des champions. Là où ce gros con il pense que rejoindre les autres formes de compétition sportive c'est un avantage pour les gens normaux. Sauf que non, dans le monde réel c'est pas comme ça. Non, les hommes sont pas forcément parfaits dans tous les sports. C'est encore plus débile quand on voit les autres formes de sport qu'ils font aussi, genre la boxe, la gym et tout. Et au bout d'un moment tu te retrouves avec la blague stéréotypée du grand bonhomme musclé avec contre la femme toute maigrichonne et tout, mais
Tu sais même pas qu'il y a les règles de séparation de poids. Tu sais même pas qu'il y a ça. Tu sais pas comment marche une compétition de sport. Je suis pas dans des compétitions de sport et même moi, je sais qu'il y a une différence entre poids lourd et poids plume. Et toi, tu le sais même pas. T'as même pas vu Rocky pour te renseigner. Mais là où ça devient bizarre, c'est que, encore une fois, le film est plus sexiste que transphobe, parce que d'un côté il te dit oh regardez c'est horrible, c'est losers qui arrivent à gagner contre les femmes juste en prétendant qu'ils sont trans et tout, mais de l'autre côté regarde c'est trop drôle des femmes qui se font péter la gueule et qui se prennent des bifles. Ouais genre vraiment t'as un bifle montage dans ce film, et au bout d'un moment tu te poses la question mais je suis censé rire de quoi là en fait je suis censé trouver drôle que ces femmes se fassent humilier au sport. Mais du coup, tu critiques pas les trans, espèce d'abruti. Tu montres juste que t'es un gros con sexiste. Je veux dire, de l'autre côté, on montre, oh là là, c'est pas bien, ces personnes qui se font passer pour trans, pour infiltrer les vestiaires pour femmes et se rincer l'œil en regardant les femmes à poil là-bas. Mais de l'autre côté, oh c'est chiant, tu peux plus claquer le cul des serveuses dans les bars et tout sans tout te faire claquer, quoi. Ok, donc abuser des femmes, c'est mal que quand les trans le font. Les cis devraient forcément avoir le droit de le faire, quoi. What? Ce film est tellement débile qu'il arrive même pas à être transphobe. Bon, si, il y a 2-3 moments qui sont un petit peu transphobes, genre, il y a un des personnages qui commence à se rendre compte que, ouais, peut-être qu'il commence réellement à s'identifier comme une femme, et tu te dis, ah, c'est peut-être le moment de nuance, tu vois, c'est le moment où, malgré le fait qu'on en a profité et tout, il y a quand même ce mec qui a trouvé son bonheur et tout, qui arrive à trouver sa voie et tout, mais non, comme on est une comédie de merde cynique qui s'en fout de ce qu'on raconte et qu'on veut juste forcer notre politique et tout, on se contente de lui taper dans les couilles et boum, il se rappelle qu'il est pas une femme. Et ouais, il y a ça qui est marrant, quoi, le Daily Wire et tout, c'est un studio qui se la pète de faire du vrai cinéma qui te force pas de la politique tout le long, mais clairement, avec ce film, vous montrez que, ah oui, c'est pas forcer de la politique dans un film qui vous emmerde. Ce qui vous emmerde, c'est la politique qui n'est pas la vôtre. Ça fait des blagues sur le Blanche-Neige de Disney parce qu'ils font jouer Blanche-Neige par une gender fluid et tout, alors que, ouais, genre, ils vont faire jouer Blanche-Neige par une gender fluid. Ils ont déjà pas le courage de mettre en avant un personnage gay, alors un personnage gender fluid, ouais, va te faire foutre, connard. Ou encore une blague où ils boivent de la Bud Light, ils se rendent compte, oh, mais c'est dégueulasse, genre, vraiment, vous en êtes encore là? Passez à autre chose, quoi. Cette pub, elle remonte à quoi? Plus d'1 an maintenant. Mais même si on passait à côté de la politique ou de ce que le film racontait et tout, même au-delà de ça, c'est même pas une bonne comédie. C'est tellement pas une bonne comédie que même les grifteurs transphobes qui soutiennent Daily Wire et tout, ils ont fait des vidéos réactions à la bande-annonce du film et quelques extraits, même eux, ils arrivent pas à rigoler. Parce que le film n'a aucune dynamique, il a aucun savoir-faire, il a aucun sens du tact, il n'arrive pas à être une comédie correcte. Parce que le réalisateur qui s'occupe de ce film, bah, il sait à peine toucher une caméra, il a aucune compétence dans le domaine de la comédie. Le mec, il réalisait des émissions de propagande d'extrême droite pour Daily Wire avant ça, et tu veux qu'il fasse un film après ça? Bah non, forcément, il va se planter. Je veux dire, au moins, vous auriez pu demander à David Zucker, voilà, ce gros con qui est aussi réac que vous, de faire le film pour vous. Lui, au moins, il sait comment réaliser une comédie, quoi. Il a un sens de la dynamique, même dans ses films de merde. Mais là, non, c'est juste mou, quoi. Il y a des tas de sous-scénarios qui se veulent un petit peu drôles, qui vont de nulle part. Toutes les blagues atterrissent sans panache, quoi. C'est vraiment des merdes qui tombent au sol. Sans parler des moments où, encore une fois, l'humour est juste sexy. Genre la blague sur les matchs de basket féminin qui... Oh lol, personne regarde et tout. Mais quand il y a des mecs qui jouent à ça, ah là, maintenant, les gens sont intéressés. Genre, mais vraiment, la blague, c'est juste que vous détestez le sport féminin, en fait. Donc pourquoi vous faites un film défendant le sport féminin contre les trans? Bande de cons. Mais en plus, le pire, c'est qu'il n'y a pas un seul acteur dans ce film. Techniquement, ce sont juste des influenceurs de merde qui se prétendent journalistes, qui veulent se prétendre meilleurs réalisateurs que les gens de gauche, quoi. Ouais, bah non, vous êtes juste mauvais acteurs, mauvais scénaristes, mauvais comédiens, mauvais réalisateurs. Les seuls qui ont un petit peu de CV, c'est la connasse qui va jouer Blanche-Neige dans le machin de Daily Wire, là, qui avait joué dans une série où elle jouait pas si bien que ça, et où elle se contentait d'être juste une conne réac, elle a pas reçu le message. Et l'ex-femme du héros principal qui a techniquement le meilleur CV d'entre tous parce qu'elle a joué dans La La Land dans le rôle de danseuse dans l'épilogue. Donc ouais, c'est pathétique, quoi. C'est vraiment drôle à quel point ce film est raté juste parce que les mecs savent pas faire un film, quoi. C'est un petit peu le problème quand leur seul argument pour critiquer un film, c'est juste c'est woke. Bah de l'autre côté, vous avez pas vraiment réfléchi à comment marche un film. Du coup, quand vous réalisez un film, la seule proposition que vous avez à faire, c'est ah tiens, c'est une comédie que vous connaissez déjà, sauf que cette fois on a un humour réac. Ouais, mais sauf que tu fais même pas rire les réacs, là. Là, à part les mecs ultra fanatiques qui sont obligés de mentir sur la vraie qualité du film, t'as personne pour défendre ce truc, là. Et justement, non seulement personne n'a vu le film, non seulement il s'est planté, mais même les défenseurs les plus brillants de ce film-là, ils ont été incapables de faire semblant de rire. Faut dire, voilà, même Matt Walsh, c'est pas rire, quoi, parce qu'à la fin, il y a ce twist bizarre. Déjà,
Matt Walsh qui a son scénario où il devient le nouveau mari de l'ex-femme du héros principal, là, c'est censé être un épouvantail de tout ce qui pense des woke et des progressistes et tout. Donc déjà, je suis désolé, mais tu peux balancer toutes tes critiques sur les trans. Y a pas plus effrayant que Matt Walsh à côté d'une gosse. Pour moi, c'est ça le vrai truc dangereux et dégueulasse. C'est quand même le mec qui est pour qu'on fasse baisser l'âge de consentement pour les femmes. Mais en plus, à la fin, t'as ce twist qui sort de nulle part où il enlève sa perruque et révèle que en réalité, j'étais Matt Walsh. Non, Matt Walsh était Matt Walsh. Oh là là. Et qu'en fait, il a fait tout ça pour pousser le personnage principal à être réac et à vouloir reconquérir sa femme et tout. J'ai pas compris c'était quoi son but là. Même le journaliste de merde qui l'accompagne est genre mais qu'est-ce que t'as fait en fait t'as rien fait dans ce film. Et il est genre j'ai rien fait. Et là il te sort le pire rire possible. C'est un genre genre vraiment c'est aussi mal joué que ça quoi. Même faire semblant d'avoir un rire diabolique, il a pas le talent pour Matt Walsh. Vraiment ce mec il a aucun talent du tout quoi. Il est célèbre uniquement parce que ça arrange les transphobes qu'il soit célèbre. Mais surtout avec cette fin, qu'est-ce que t'essayes d'accomplir à part piquer une blague aux Simpsons là avec Leonard Nimoy qui dit mon travail ici est terminé. Est-ce que t'essayes de dire que les woke sont en train de pousser les gens normaux à être réac et à défendre leurs valeurs? Bah dans ce cas, pourquoi tu fais pas semblant d'être woke toi-même dans la vraie vie? Pourquoi tu continues à nous faire chier avec ta propagande transphobe et tout? Parce que là, t'es plus en train de nous dégoûter des réacs qu'autre chose, justement. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu racontes, de ce que tu nous dis ou quoi que ce soit, ou t'es juste débile? Mais en termes de film réac, on pourra pas faire mieux que la France, malheureusement, parce que numéro 1, Vaincre ou mourir. Voilà. Encore une fois, un film plus pathétique que rageant, parce qu'il est vraiment trop incompétent pour être rageant, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on s'attendait de Vaincre ou mourir? Voilà, c'est des gens qui ont jamais joué dans un film, qui ont jamais réalisé de film, qui se retrouvent à faire un film. Ça par surprise, ils font de la merde. Alors, hein, je m'y attendais pas, quoi. Et comme Lady Ballers, la seule raison pour laquelle ce film existe, c'est parce qu'il y a des gros réacs qui ont bobo à leur ego et qui veulent forcer leur politique de merde basée sur des conneries débunkées depuis longtemps, qui veulent revenir en force en étant aidés de leurs potes riches comme Bolloré. Alors, je vais pas trop parler de l'aspect historique du machin, bien que là, ce serait pertinent d'en parler parce que ce film, il y a un moment où il prétend être un documentaire en faisant intervenir des historiens, voilà, des crétins qui ont leur diplôme d'historien dans une pochette surprise et qui ont des théories de merde que tout le monde rejette avec preuves et tout. Donc oui, c'est pertinent de critiquer ça, mais je m'en fous un peu. Tout ce qu'on m'a expliqué, c'est que le fameux génocide que ce film est censé dénoncer, ouais, en fait, c'est juste des gros cons qui ont rien compris. On parle de génocide vendéen, mais en réalité, la Vendée, c'est pas une ethnie, donc c'est pas vraiment un génocide. Non, ils disent que c'est un génocide parce que durant cette période, ils étaient considérés comme la race rebelle. Parce qu'en fait, le mot race, ça a pas la même connotation que de nos jours, quoi. Donc dire que c'est un génocide, c'est un anachronisme. Mais même au-delà de ça, parce que encore une fois, le problème, c'est pas politique. Parce que, si vous vous souvenez bien, j'avais bien aimé Son of Freedom malgré sa politique dégueulasse. Parce que Son of Freedom, c'était fait avec un réalisateur qui sait tenir une caméra, qui a des compétences, qui sait raconter une histoire, et avec un acteur qui sait jouer. C'est pareil pour Lady Ballers, j'ai surtout parlé de sa politique débile qui fait que montrer que le film ne sait pas ce qu'il raconte, mais en réalité, le pire, c'est quand même son exécution désastreuse, dû au fait que les gens, ils ont jamais réalisé de film, ils ont jamais joué dans un film, ils ont jamais écrit de film. Donc, faisons un petit exercice mental. Imaginons que le personnage principal de Vaincre ou mourir ne soit pas un royaliste de merde qui veut ramener un régime politique tout pourri. Imaginons que c'est un résistant. Voilà, imaginons qu'on est un petit peu dans la même situation que Braveheart, que le mec défend son peuple contre l'envahisseur d'un dictateur et tout. Imaginons ça. Et ben même avec ça, ce film est nul à chier en fait. Il y a rien à sauver. Tout le monde sonne faux. Pire, les gens ils arrivent même pas à dire leur texte. Genre t'as la sœur ou la femme, ou les deux, hein, vu que c'est des royalistes, c'est probablement les deux, qui essayent de convaincre le héros principal d'aider les gens qui lui demandent d'être leur chef et tout. Elle a juste à dire, ils ont besoin d'un chef. Voilà, c'est une phrase très simple. Et ben non, elle va te dire... Est-ce qu'ils ont besoin d'un chef? Oui, vraiment, elle fait une faute de prononciation. Et c'est pas la seule. Le film arrête pas de faire des fautes comme ça. Et c'est genre, mais vraiment? Vous pensez représenter l'honneur de la France, mais vous savez même pas parler correctement français? Bah oui, la plupart c'est juste des figurants et des intervenants au Puy du Fou, quoi. C'est pas des acteurs qui ont l'habitude de réellement jouer, qui savent jouer sans gueuler ou quoi. Le héros principal, il sait même pas jouer en gueulant, pour dire, parce qu'il y a un moment où il essaye d'avoir un discours brévartien, justement, et c'est juste bateau, quoi. Nous sommes les derniers remparts d'une royauté de 1000 ans. L'armée qui nous fait face est, dit-on, la meilleure du monde. Mais en plus, ce film,
il essaye d'avoir de la mise en scène, tu vois. Il y a notamment des moments qui servent absolument à rien, on essaye de faire croire que le personnage principal a une psychologie, où on l'imagine dans une espèce de... Vous voyez le monde en dessous de Stranger Things, là, l'espèce de monde tout noir avec de l'eau en dessous, voilà, c'est ça, et c'est les moments où le mec il fait un petit peu n'importe quoi, et on est censé explorer un petit peu son envie de combattre et tout, sa psychologie, mais c'est juste... Ça raconte rien, mais il y a carrément des moments que j'aime appeler cinématographiquement analphabètes. Parce que voyez-vous, en fait, la mise en scène, c'est un langage. Les plans ont une certaine valeur, tu vois. Ils ont un certain message à transmettre. Comme par exemple, la contre-plongée. Quand la caméra est en bas, filme en haut, et du coup, tu as le personnage qui a une certaine grandeur, qui a une impression de supériorité sur le spectateur, tu vois. C'est un plan qui est censé inspirer la grandeur, la supériorité, l'avantage, tu vois. Et pour représenter le contraire, bah t'as bien sûr la plongée, où la caméra est au-dessus et filme un personnage par-dessus, pour montrer que ce personnage se fait ratatiner, se fait rabaisser, quoi. Et bien dans ce film-là, t'as un moment où t'as un soldat révolutionnaire qui se fait arrêter, hein, qui a perdu une bataille, il est filmé en contre-plongée. Qu'est-ce que ça indique ? Rien, ça dit même le contraire de ce qui se passe à l'écran en fait. Parce que le mec qui a fait ce film, apparemment il n'est jamais allé en école de cinéma. Il sait pas ce que la contre-plongée indique au spectateur. Il n'a même pas compris le langage cinématographique. Donc forcément, le reste du film va être nul à chier. Et là tu te dis, oh mais avec le Puy du Fou, au moins on pourrait avoir des batailles un petit peu épiques. T'as plusieurs batailles dans ce film et t'en as qu'une seule qui est visible. Le reste c'est fondu en noir et on voit les restes de la bataille après. Et même quand on voit la bataille, t'as juste l'impression de voir un épisode d'Hercule ou Xena, quoi. Mais le pire pour moi, le plus gros échec de ce film, c'est que tu vois, on essaye de valoriser ce personnage historique en montrant « Oh, regardez, il s'est battu pour ses convictions, il a fait quelque chose d'incroyable et tout. » Apparemment, il y a même des crétins qui, en allant voir ce film, avaient envie de crier « Vive le roi !» et tout. Mais je suis désolé, mais j'ai beau faire des efforts, je fais de mon mieux. Je fais de mon putain de mieux pour comprendre. Je vois pas ce qu'il y a de cool chez ce personnage. Je vois pas ce que je suis censé de trouver génial chez ce personnage. Tu vois, dans les films que j'ai critiqués jusque-là, genre Son of Freedom, je comprends pourquoi je suis censé trouver le personnage cool. Parce qu'il essaye de sauver des gosses et tout, quitte à faire des trucs illégaux qui lui ont valu d'être interdit d'opérer aux États-Unis, d'accord, oui, mais au moins, dans le film en lui-même, je vois ce que je suis censé trouver cool chez lui. Dans John de Barry, je vois ce que le film essaye de me forcer à aimer. Je suis censé aimer le fait que le roi soit généreux avec Jeanne de Barry, même si ils ont aucune alchimie et que finalement c'est ultra superficiel ce qu'il lui offre. Même Napoléon, qui n'a pas l'air de savoir si je sois glorifié ou trouver Napoléon ridicule, je vois pourquoi je suis censé le trouver glorifiant. Parce qu'il a des idées, il a des ambitions et tout, tu vois, il essaye d'accomplir quelque chose. Je comprends un petit peu qu'est-ce que je suis censé aimer, même si j'aime pas ce personnage. Même, putain, de Lady Ballers, le film dont on vient de parler là, je comprends pourquoi je suis censé être du côté du héros principal. Parce que, oh, c'est le mec qui finalement fait ça pour sa fille, pour pouvoir donner une chance à sa génération, même si le film continue à se moquer des femmes durant tout le long. Même dans putain de Lady Baller, je comprends que je suis censé aimer ça. Mais chez ce gros con dont j'ai oublié le nom, qu'est-ce que je suis censé aimer? Hein? Il est même pas bon stratège, il perd la moitié de ses batailles. C'est même pas quelqu'un de courageux parce que littéralement, il accepte de diriger les royalistes juste parce que les mecs sont venus chez lui, ont fait pop 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 pop, et le mec il a un tout petit égo de merde et il s'est dit oh comment oses-tu me traiter de poule mouillée? Je vais te montrer que je suis un gros bonhomme moi. Littéralement c'est la seule raison pour laquelle il les rejoint. Hein. Sa cause elle est nulle à chier, c'est mettre à la tête du pays un gosse et ramener à un régime politique qui a prouvé 1 milliard de fois que bah ça pourrit le peuple encore et encore. C'est même pas quelqu'un de particulièrement honorable parce qu'une des quelques batailles qu'il arrive à gagner, c'est juste parce qu'il prend en traître ses ennemis quoi. Oh mais il fait ça pour protéger la Vendée, pour protéger l'honneur et tout. Mon cul pour les deux. Il protège ni les gens qui vivent dans cette région, ni l'honneur. Parce qu'il y a littéralement un passage où le mec se rend au révolutionnaire pour sauver le jeune héritier là qui doit y avoir 10 ans et qui est mort par accident d'une maladie là. Donc il rend les armes, il accepte de faire un accord avec eux et de baisser son froc littéralement juste pour sauver ce putain de gosse. Donc ok, là peut-être que on peut se dire voilà, il privilégie la vie plutôt que la violence. Sauf que dès qu'on découvre que le gosse est mort, et ben il décide de repartir en guerre et donc de refoutre la merde dans la Vendée. Parce que littéralement la Vendée était à l'abri à ce moment-là quoi. Voilà, la tuerie était terminée, ils avaient plus de problème là. Mais non, ils ont pas su empêcher un gosse de mourir d'une maladie quelconque à cette époque-là. Donc on repart en guerre et c'est comme ça que notre région se fait massacrer et que je me fais tuer comme un con. Même quand il se fait exécuter, il meurt comme une petite merde quoi. Genre il est sur le point de se faire fusiller, il est genre
Je peux commander quand il me fusille? S'il vous plaît, j'ai tellement de petites bites que je veux commander ma propre exécution, s'il vous plaît. Oh là là, regardez l'homme charismatique et tout. Non, c'est une petite merde, je vois pas ce qu'il y a de glorifiant chez ce personnage historique, quoi. Et si ça se trouve, c'est la faute du film, c'est le film qui a pas su montrer ce qu'il y a de cool chez ce personnage, c'est possible, hein. Si ça se trouve, le vrai personnage était vraiment honorable, il y avait vraiment de la valeur et tout. Mais là, ce que tu m'en montres, c'est juste... Non, y a rien. Puis surtout, Braveheart, attends, t'essayes de faire Braveheart alors que, mec, si Braveheart est considéré comme un grand film, c'est pour une raison, c'est parce qu'il y a eu énormément de compétences, des gens qui ont beaucoup d'expérience sur comment faire un film. Mel Gibson, on peut dire beaucoup de choses sur lui, mais il savait bien réaliser, c'était pas son premier film quand il a fait Braveheart. Il savait qu'il fallait un minimum de maîtrise narrative, donc il a fait venir des gens qui savaient écrire un scénario. C'est la compétence, putain. T'as pas compris que ce qui faisait la grandeur de Braveheart, c'était pas son message politique, politiquement, voilà, c'est discutable ce que ça raconte, quoi. Mais au moins, il y avait des gens qui savaient faire un film, quoi. Même d'autres films de propagande, genre, Son of Freedom, encore une fois, c'est un film de propagande. Même ce film savait qu'il fallait un bon réalisateur. Même RRR, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui commencent à remettre en question RRR à juste titre, à propos de son message politique très douteux dans le contexte indien, tu vois. Mais de l'autre côté, ils assument qu'ils font n'importe quoi. Ils assument qu'ils amusent le spectateur. Ils assument qu'ils font un truc épique. Ils ont la compétence pour faire un truc cool, quoi. Ils font venir des gens qui savent faire des films. Et au moins, ils ont le sens du spectacle, quoi. Toi, t'es nul à chier pour faire du spectacle. Ce que tu montres, c'est à peine caché par un filtre dégueu, pseudo-réaliste, encore plus dégueu que celui qu'utilise Ridley Scott. Et t'arrives à peine à montrer une ou deux batailles, quoi. Donc vraiment, c'est pas juste le problème que ce soit un film d'extrême droite qui me pose problème avec Vaincre ou Mourir. C'est déjà une très bonne raison de détester ce film, hein, parce que ça en fait un film de propagande, quoi, littéralement. Mais c'est vraiment le fait que, quitte à être un film de propagande, au moins soit un film de propagande rigolo ou intéressant d'un point de vue cinématographique, comme Son of Freedom ou RRR, justement. Mais non, t'arrives à être ni l'un ni l'autre. Parce que pour toi, le plus important, c'est pas le fait de faire un film, c'est le message. Ironiquement, ce qu'on reproche au fameux woke. Mais jusque-là, j'ai vu aucun woke atteindre ce niveau d'incompétence, tu vois. Genre, on critique les Star Wars, les Marvel et tout, mais non, même ces films-là ont pris des gens qui savent tenir une caméra et qui proposent de la mise en scène parfois inventif. Et leur fameuse idéologie, soit c'est juste parce qu'ils ont un casting diversifié, ce qui ne rend pas le film idéologique en soi, soit ils essayent de le traiter un minimum, soit maladroitement ils finissent par être contre-productifs et qui finissent par dire l'inverse de ce qu'ils prétendent être, soit ils le font avec pertinence et honnêteté et ils font quelque chose de très intéressant avec. Mais non, c'est un film fait par des réacs pour des réacs et qui est censé être détesté par tous ceux qui sont pas réacs. Donc ouais, t'étonnes pas que ton film se fait battre par Le Chapeauté 2 alors qu'il était à sa 6e semaine, je crois, qui est quand même humiliant, quoi. Parce que vous vous plaignez que les woke font des films uniquement pour les woke, mais finalement, vous les réacs, vous êtes pire, quoi. Donc c'est sur ça que se termine ce flop 15. Comme je le disais, les deux derniers sont plus pathétiques que rageants, même s'ils ont tout fait pour être rageants. Et nous parlerons des mentions honorables que j'ai vite skippées dans un prochain live sur Twitch dont la date est juste ici. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, je reviendrai bientôt avec de nouveaux Fermez-la, et je vous dis à la prochaine fois tout le monde.